Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que le son est poutou? Est-ce que vous pouvez me dire si tout est poutou, hein, tout est poutou? Ou alors est-ce que tout est chaos? Tous les idéaux du monde. Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Bonsoir, bienvenue, installez-vous. Prenez une infusion, un café, une bière, prenez ce que vous voulez. Prenez ce que vous voulez. On va recevoir donc ce soir Juliette Ferry-Danini, qui est docteur en philosophie, donc spécialisée en philosophie de la médecine. J'avais posté sur Twitter, en dessous du tweet, vous pouvez retrouver un article de Juliette, une interview aussi dans Marianne, je crois, ainsi qu'une vidéo de Monsieur Phi à laquelle elle a participé. J'avais mis aussi la vidéo de Léo sur l'empathie parce que la vidéo, si vous l'avez vue, la vidéo de Léo sur l'empathie, il y a aussi des questions qui vont se retrouver. Donc voilà. Bon, alors Juliette a pas mal pris la parole récemment. Et a pas mal écrit, vous avez peut-être vu ces articles tournés du fait de la situation sanitaire, la situation médicale bien sûr, et aussi de certaines affirmations d'un professeur marseillais qui pouvaient être discutées du point de vue de l'éthique médicale, et c'est ce qu'elle a fait en tant que spécialiste, donc c'est très intéressant. Mais on va prendre le débat de manière plus large, hein. On va pas parler que d'essais cliniques, et en tout cas pas d'essais cliniques en particulier, même si ça pourra nous servir d'exemple. Je vais voir si Juliette est prête, et on va pouvoir commencer. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que le confinement ne vous pèse pas trop et que vous allez profiter de cette merveilleuse semaine de déconfinement qu'on aura si on est sage. Coucou Camille. Je rappelle que les alertes sont toujours visibles à l'écran, mais par respect pour l'invité, j'ai enlevé les sons et je ne dirai pas coucou à toutes les personnes qui follow ou qui s'abonnent, mais en tout cas, merci par avance à elle. Déjà, bienvenue à elle, hein, pour les gens qui follow, et merci aux gens qui s'abonnent et qui permettent à ces lives de continuer. Eh bien, écoutez, on va appeler Juliette maintenant, pas plus tard que maintenant. Joli son de Discord. Coucou, est-ce que tu me reçois? Oui, parfaitement. Très bien. Alors les gens, dites-moi si vous entendez bien et si vous voyez bien Juliette. Sinon, je remonterai le son Salut ou tout le quoi. monde. Je Coucou, dites m'entends. bonjour. Apparemment c'est nickel, tout est nickel, forcé. Oh là là, formidable, quel pro effectivement. C'est l'heure des pros finalement. Et comment Attends, je vais vas-tu? voir. Pardon, je Pardon, vais voir excuse-moi. si. Je vais voir comment on fait pour voir le chat. Oui, bah tu peux mettre, je Un te dis, commentaire. sans retour son, pour pas que ce soit trop Ah, perturbant c'est bon. pour toi. Est-ce que tu vois le chat? Oui, 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 je l'avais pas ouvert, tout va bien. Ok, très bien. Comment vas-tu? Ça va, je suis super stressée. Pourquoi tu es stressé? On est entre nous, tout va bien. Toi aussi, tu as une petite infusion? Ouais, une infusion, genre, ouais. De la camomille pour me calmer, justement, parce que je suis stressée. D'accord, il n'y a pas de souci. Sois pas stressé, sois pas stressé. Enfin, sois stressé si tu veux, mais sache qu'on est entre gens bienveillants et que ça va être très très bien. Du coup, alors déjà merci. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Et Eh ben, de rien. je t'ai présenté très vite fait, hein, notamment sur Alors, les qu'est-ce que t'as articles. dit? Alors j'ai dit que tu étais docteur en philosophie parce que tu m'as dit de dire que tu étais docteur en philosophie. Parce que je fais toujours Non, gaffe c'est avec... pas vraiment ça, parce que là, ça sonne un peu arrogant. Ce que j'ai dit, c'est que je préférais docteur en philosophie que philosophe, parce que c'est un peu vague, en fait, comme terme philosophe en France. Tout le monde est un peu philosophe. Bref. D'accord. Tu n'as pas envie d'être associé à Bernard-Henri Lévy, à Euh, Alain Finkielkraut, à... Bah, en fait, je sais pas, j'aimerais bien qu'en France, on développe l'idée, enfin, qu'on comprenne qu'il y a une expertise philosophique, que c'est un truc qui existe, et que c'est pas juste avoir une chemise blanche et la mèche dans le vent, comme ça. Ok, ok, bah, très bien. Et j'ai juste expliqué que donc tu avais... les gens ont peut-être vu passer tes articles ou tes interventions dernièrement.
notamment, alors du fait de, on va pas parler de ça spécifiquement, mais du fait des questions d'éthique autour des essais cliniques, des affirmations de Raoult, ces trucs-là, où tu as donc produit du contenu à ce sujet. On y reviendra peut-être, mais on va peut-être parler de ça de manière plus générale. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, toi, ce que tu fais dans ta discipline, qui est donc la philosophie, mais spécifiquement la philosophie de la médecine? Alors, ce que je fais, alors, donc moi, en ce moment, j'ai pas d'emploi, mais donc avant, j'ai fait une thèse de philosophie, sur la médecine. Et peut-être avant de dire ce que j'ai fait moi dans ma thèse, je peux expliquer ce que c'est la philosophie de la médecine. Avec plaisir. Parce qu'en fait, c'est pas très clair et c'est pas non plus très clair pourquoi ensuite je fais des articles de vulgarisation d'éthique médicale. Puisqu'en fait, en général, la philosophie de la médecine, on considère que c'est une branche de la philosophie des sciences. Heu et que donc c'est qu'on essaye de distinguer la philosophie de la médecine de l'éthique médicale, parce que la philosophie de la médecine, du coup, est un champ assez nouveau, donc c'est vraiment des réflexions qui se veulent épistémologiques, c'est-à-dire qui s'intéressent à la connaissance médicale, à la recherche médicale, à comment on acquiert du savoir en médecine et ce genre de questions. Et du coup, c'est pas vraiment forcément de l'éthique médicale qui s'intéresse, elle, plutôt à qu'est-ce qui est acceptable ou bon ou juste en médecine. Même si en fait, philosophie, c'est un terme général qui inclut à la fois l'éthique, à la fois l'épistémologie, donc l'étude de la connaissance, notamment scientifique. Mais bon, tout ça pour dire que c'est un peu un mixte de qu'est-ce que c'est la philosophie et qu'est-ce que c'est la philosophie au sens des groupes sociaux de philosophes, parce que c'est surtout comme ça que je vois les choses. Du coup, je me suis totalement embrouillée déjà, ça commence. Oh là là, Non, attends. non, 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 justement, c'est intéressant, tu fais la distinction. Parce que c'est vrai que, même moi le premier, si tu me dis philosophie de la médecine, je vais tout de suite penser à des questionnements moraux, ou Ouais, comment, justement, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui l'est pas, et pas ben, forcément aux connaissances, par exemple, à l'acquisition de OK, connaissances. OK. Ben, oui, il y a souvent enfin, souvent si un journaliste me contacte, il va me parler d'éthique, enfin, c'est souvent, réduit à ça. Et effectivement, historiquement, ça s'est surtout développé enfin, il y a surtout de l'éthique médicale qui s'est développée. Après la Seconde Guerre mondiale, en gros, pour le dire très rapidement, les nazis ont expérimenté sur des humains, enfin des êtres humains. C'était pas très bien parce qu'ils respectaient pas le consentement. On va dire ça comme ça. Effectivement, C'était pas on peut super dire ça. sympa. Ah, c'est pas drôle. Bref, donc c'était pas génial et donc après la Seconde Guerre mondiale, on a essayé enfin les médecins, les philosophes, les institutions ont essayé de développer des règles, qu'il fallait respecter en matière de recherche médicale. Donc c'est parti de ça. Après il y a tout un champ donc d'éthique médicale, mais aussi de bioéthique qui s'est développé. Donc ça va être toutes les questions morales liées aux nouvelles technologies, donc pas simplement la médecine. Parce qu'en gros, la médecine, c'est une science et en même temps, c'est une technologie parce que c'est une science qui est appliquée. Donc voilà, sans vous prendre enfin, vous prenez pas la tête sur les définitions, mais en gros, c'est une science un peu particulière puisqu'elle est aussi très, très utile. Au Ah, sens où contrairement on aux autres l'applique. sciences. Non, 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 ça mais je peux pas dire. je vois ce que tu veux dire. Non, il y a plein d'autres sciences qui sont aussi appliquées, mais en tout cas, la médecine en général est très appliquée. Ça, c'est sa raison même, quoi. Oui, D'existence. Et bref, donc tout ça s'est développé et c'est devenu vraiment énorme en fait. Surtout aux États-Unis, le champ de la bioéthique, c'est vraiment un énorme truc. Enfin, il y a plein de centres de recherche, il y a des professeurs, des spécialistes. Enfin, là en ce moment dans les médias, c'est eux qu'on interviewe sur plein de questions en fait liées à la pandémie. Mais en France, ça n'existe pas vraiment. Ou j'ai toujours pas encore compris quel était entre guillemets le paysage qui faisait de l'éthique médicale en France. C'est pas forcément très clair pour moi. En tout cas, c'est pas aussi développé en un sens académique que outre-Manche. Et à côté de ça, il y a eu depuis les 20-30 dernières années des philosophes de la médecine qui se sont intéressés à des questions plutôt épistémologiques.
Et comme on n'arrêtait pas de les réduire à la bioéthique et à l'éthique, tout ça, ils ont dit non, non, nous on ne fait pas ça, on fait on fait de la philosophie des sciences. Et donc maintenant, les philosophes de la médecine, c'est plutôt ça, c'est surtout des philosophes des sciences. Et ça, c'est plutôt le contexte anglophone, anglo-saxon dans lequel je me situe, même si j'ai fait ma thèse à Paris. C'est plutôt dans ce secteur-là que je me situe. Et en France, on a quand même une tradition de philosophie de la médecine qui n'est pas de l'éthique. Donc, si vous avez peut-être étudié en terminale, par exemple, un philosophe qui s'appelle Georges Canguilhem. Donc ça, c'est un peu le héros français de la philosophie de la médecine. Donc, on a une petite tradition comme ça. Et voilà. Et moi, j'ai un peu essayé de croiser tout ça dans ma thèse. Voilà. Est-ce que tu veux rebondir? Non, non, justement, c'est intéressant. Alors, juste une petite chose, je me rends compte qu'en fait, au lieu de mute mes notifications, je les ai unmute, et du coup, on entend mes notifications. Alors, juste 2 secondes, je reviens tout de suite, je règle ça, parce que sinon, ça va être désagréable pour les gens. Alors, attends, juste petite intervention, notification. Où est-ce que c'est? Voilà. Je coupe tout. Et vous allez avoir plein de petits sons très sympas. Je coupe tout, je fais un petit concert en même temps, voilà, boum, boum, boum. J'ai pas trouvé plus simple. Voilà, normalement c'est bon. Là, normalement c'est bon, on peut reprendre. Je croyais que c'était moi, disent les gens. Bah oui, les gens croient que c'est leur Discord, du coup c'est bon, j'aurais pu laisser en fait. C'est bon, on est de retour. Après ce petit concert, excuse-moi. Oui, alors si, du coup j'ai une question parce que, donc si j'ai bien compris, la philosophie de la médecine, c'est déjà plus tardif comme approche que l'éthique elle-même. Oui. Et ouais, donc par rapport à cette histoire d'éthique post-Deuxième Guerre mondiale et nazie. Oui, c'est ça. Au sens d'un groupe d'universitaires qui sont bien organisés en société savante, oui. C'est un peu une définition sociologique de la philosophie que je suis en train de faire, du coup. D'accord, oui, ok. Donc c'est pas au niveau de la pensée, c'est du groupe. Il y avait des philosophes qu'on pourrait appeler des philosophes de la médecine. Donc, Canguilhem, il y a quelqu'un dans le chat qui a mentionné Bachelard, qui travaille sur les sciences. On pourrait aussi mentionner Michel Foucault, évidemment. Donc voilà. Mais c'est juste que c'était pas un groupe d'universitaires qui se rassemblent en conférence tous les ans. Enfin, c'était pas aussi développé que ça. Ok, c'était moins c'est moins institué que peut-être maintenant dans les pays anglo-saxons, comme tu dis. C'est ça. Ok. Voilà. Et parce que tu vois, justement, ça c'est pareil, c'est un truc c'est intéressant parce que ça peut être assez contre-intuitif parce que quand on parle de philosophie de la médecine, on va tout le temps, ça va être tout le temps le serment d'Hippocrate et c'est tout, et c'est les Grecs anciens. Mais ça, ouais, c'est vraiment frustrant en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas encore bien compris. Enfin, le sens et le statut de l'éthique médicale en France, parce qu'en gros, le problème, c'est que dans l'imaginaire collectif, c'est toujours le serment d'Hippocrate, à la limite, le code de déontologie des médecins. Et parfois aussi, les médecins vont prendre la parole et parler de ce qu'ils pensent, eux, être l'éthique. Et en fait, ça me paraît totalement fou, parce que éthique, c'est littéralement une sous-branche de la philosophie. Donc à aucun moment... Enfin, je veux dire, vous voyez, la philosophie, et puis il y a l'épistémologie, la philosophie politique, la métaphysique, et puis là, il y a l'éthique. Enfin, c'est vraiment une sous-branche. Du coup, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais enfin, je veux dire, il y a probablement des profs d'éthique médicale en France. Je sais qu'il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, mais ils n'ont pas du tout de... Enfin, dans l'œil du public, en tout cas, ça s'entend pas du tout, quoi. Ils sont totalement écrasés par la parole médicale, par d'autres paroles qui sont pas philosophiques, etc. Donc c'est dommage. Alors justement, mais c'est une question que je voulais poser plus tard, mais du coup tu me tends la perche. Parce qu'on pourrait se dire justement que du fait que la médecine, c'est une science à part, c'est une corporation en plus à part. Comment on pourrait penser en fait que l'éthique médicale et la morale en médecine, etc., devraient relever des médecins. Tu vois, enfin, c'est un truc qu'on pourrait intuitivement penser, de se dire que ça relève de leur corps de métier et pas d'un autre. Donc est-ce que tu peux expliquer justement en quoi
c'est important justement d'avoir des philosophes de la médecine dont c'est le boulot de traiter ces questions-là et pas de le laisser qu'à la corporation médicale. Ouais. Donc en fait, je pense c'est parce qu'il y a deux sens de morale. Disons qu'il y a l'éthique au sens de la philosophie morale, donc ça va être des réflexions rationnelles, argumentées, justifiées sur des questionnements moraux. Et puis ensuite, il y a la déontologie au sens de l'ensemble des règles morales, le code de tenue d'une profession. Donc il n'y a pas que les médecins qui ont des codes de déontologie. Et, et donc toi, est-ce que tu demandes, enfin, je veux dire, dans les faits, c'est ça, hein, le code de déontologie, c'est le code de la santé publique. Et ils ont aussi un truc un peu bizarre en France qui est l'ordre des médecins, qui est censé faire appliquer ce genre de, enfin, je veux dire, la déontologie en général. Mais du coup, non, il y a, enfin, je veux dire, pour ce qui est de la philosophie au sens d'une démarche rationnelle de réflexion et d'argumentation et de travail intellectuel conceptuel, enfin bon, bref, tout ce que vous voulez, ben non, il n'y a pas du tout de raison que ce soit les médecins qui s'en occupent. Autant pour, je pense, les questions épistémologiques, c'est bien d'avoir, c'est super l'interdisciplinarité parce que justement, ils vont avoir des choses à dire super intéressantes. Autant l'éthique, pas, enfin, je veux dire, ils vont aussi avoir des choses super intéressantes à dire, mais il n'y a pas de raison que ça soit eux qui le fassent. Et malheureusement, souvent, ils n'ont pas la formation pour le faire. Et enfin, moi, c'est ce que je constate tout le temps. Enfin, il va y avoir des médecins qui vont être informés sur le sujet, mais il va en avoir aussi beaucoup qui ne le sont pas. Et donc, ça devient une sorte de... Comment dire? Je pense que là, dans votre tête à tous, bon, l'éthique médicale, c'est un peu un truc nébuleux comme ça, parce qu'en fait, souvent, c'est toujours abordé de cette façon. Euh, avec, je sais pas moi, des arguments d'autorité ou des envolées lyriques, mais jamais vraiment d'arguments ou de références précises, ce genre de choses. Donc c'est ça qui me frustre un peu. Oui, tu veux dire que c'est pas abordé comme une discipline, en fait, avec une expertise. C'est ça, c'est ça. Ouais, non. En France, non, pas du tout. Franchement, je trouve ça fou parce qu'on a des comités d'éthique dans tous les sens, et c'est plus des comités de déontologie, des comités d'application de règles, enfin, je veux dire, enfin, ouais. Enfin, j'ai vraiment l'impression que pour la plupart des gens, pour le grand public, l'idée qu'il y ait une expertise éthique, ça n'a pas de sens en fait. Alors, est-ce que c'est pas une question, pareil, encore question, c'est pas que je me fais l'avocat du diable, mais je pose aussi des questions très généralistes, mais est-ce que c'est pas aussi lié au fait que la philosophie et peut-être encore plus l'éthique et la morale, dans ces cas-là, c'est quelque chose dont on a l'impression que ça relève purement et simplement de la vie de chacun. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y aurait pas d'expertise à avoir parce que on dirait, bah, tu vois, typiquement, on va être contre je sais pas, une pratique médicale parce qu'on est catholique et que du coup ça relève de notre morale catholique et qu'en fait il n'y a pas d'autre expertise qui a à rentrer en compte que en gros toi ton propre avis ou ta propre sensibilité sur ces questions-là. Oui, bah oui, c'est un peu le cauchemar de toutes les profs de philo. C'est c'est l'étudiant qui écrit: «Oui, mais de toute façon, c'est chacun comme il veut, c'est chacun comment il pense». Pardon, ils écrivent mieux que ça. Non, non, si, moi C'est j'ai écrit des trucs relatif, comme ça, je suis sûr. tout est relatif, voilà, moi je pense plutôt comme ça. En fait, ouais, je trouve ça vraiment dommage. Je sais pas d'où ça vient, mais moi je sais que, enfin, j'ai donné un cours d'éthique, l'année dernière, un cours d'introduction à l'éthique, à des étudiants scientifiques. Et ouais, c'est le premier truc que j'ai essayé, enfin, mon objectif pour le cours, c'était, oui, d'essayer de leur donner du contenu, des réflexions, et cetera. Mais s'ils pouvaient sortir du cours en se disant: «Ah, mais en fait, c'est enfin, je dois défendre mes positions, je peux pas juste dire: "Moi, je pense que ça"». Il faut aussi que j'ai des arguments, que mes arguments, ils soient solides et que je puisse défendre ma position de façon, sérieuse, rigoureuse, et cetera. Et donc la plupart ont été super étonnés de découvrir ça et de lire à ce sujet, enfin voilà, de confronter les différentes doctrines, et cetera.
Et ouais, enfin, ça serait important si on pouvait chacun, si cette idée pouvait se développer un peu plus. Et je sais pas exactement à quel point. Je pense que les profs de philo, donc au lycée, font en sorte de faire passer cette idée-là, mais peut-être pas assez. Enfin, je sais pas exactement parce que je suis pas prof au lycée. Et du coup, et comment est-ce que ça... Toi, alors c'est peut-être difficile comme question parce que justement tu dis que ça n'est pas encore le cas, mais comment tu le verrais s'articuler avec justement la médecine en tant que discipline? C'est-à-dire, est-ce que les médecins devraient s'intéresser, devraient avoir une formation de philosophie de la médecine, ou est-ce qu'il devrait y avoir des comités ou d'éthique, etc., qui pourraient faire des choix contraignants vis-à-vis du corps médical, en leur disant vous avez le droit de faire ça, pas ça, etc. Comment tu vois l'articulation entre la philo de la médecine et les gens qui pratiquent la médecine, en fait? Du coup, juste la deuxième question, c'est déjà le cas. Enfin, déjà, il y a le code de déontologie qui contraint, et qui est assez enfin, je veux dire, qui retranscrit assez bien les consensus, même s'il n'y a pas vraiment toujours de consensus en philosophie, mais certains points importants, on va dire, d'éthique médicale. Euh, donc, c'est déjà là, et il y a aussi plein de comités, donc à chaque fois pour, euh, pour faire un essai clinique, il faut obtenir une autorisation éthique, etc. etc. Ce qu'il y a aux États-Unis notamment, enfin, je sais parce que j'avais postulé sur un job comme ça, mais il fallait être américain, enfin citoyen américain pour le faire, donc j'ai pas pu. Mais en gros là-bas, ils ont je sais pas comment on dit en français, des éthiciens, des éthicistes euh, cliniques, donc c'est-à-dire qu'ils sont dans les hôpitaux et ils sont là pour pouvoir apporter une expertise à ce niveau-là quand il y a une prise de décision à faire. Et en fait, c'est vraiment des philosophes qui vont s'en occuper dans ce contexte-là. En France, il me semble que ça n'existe pas du tout. Enfin, je veux dire, ça existe au sens probablement qu'il y a des médecins, des procédures qui deviennent ces sortes de spécialistes éthiques et qui sont là pour prendre ces décisions, mais c'est pas forcément des philosophes. Donc peut-être, ça se trouve, c'est très bien ce qu'ils font, etc. Mais enfin, c'est dommage, il y a quand même des gens qui pourraient être formés spécialement pour ça. Donc pourquoi on ne les utilise pas? Et ensuite, est-ce que les médecins devraient étudier donc la philosophie de la médecine, mais aussi l'éthique médicale? Donc c'est déjà le cas dans pas mal de facs de médecine. Donc c'est en plus ou moins, enfin je veux dire, là ils sont en train de changer de programme, et donc j'ai pas exactement regardé tout dans les détails, mais il y a une impulsion vers plus de ce type d'enseignement. Donc par exemple, moi l'année dernière, j'étais prof, on appelle ça attaché d'enseignement et de recherche temporaire à l'université Claude Bernard à Lyon. Et donc là, j'ai enseigné aux élèves de PACES, aux deuxième année de médecine, et c'est tout, je crois. Et donc oui, ils ont des cours de philosophie de la médecine, ils ont des cours d'éthique. Non. Le cours d'éthique, justement, c'était chez les scientifiques, c'était pas chez les médecins. Donc je sais pas, je pense qu'ils en ont, mais je crois que ça vient plus tard dans leurs études, donc c'est un peu dommage. Le problème, c'est que donc on est plusieurs enseignants en sciences humaines, en lettres, sciences humaines, philosophie, anthropologie et tout ça, en histoire. Mais on est quand même en position, comment dire, on a un milieu au milieu de tous les enseignants en médecine, et on n'a pas vraiment de pouvoir symbolique. Enfin, je sais pas trop comment conceptualiser ça, c'est plus de la socio que de la philo. Mais disons qu'on est un peu dans une position un peu inférieure. Et on a l'impression parfois qu'on doit se justifier un peu d'être là par rapport aux étudiants qui s'en fichent un peu de ce qu'on peut leur dire, etc. Donc c'est pas forcément très facile de s'imposer devant ce genre d'étudiants et de faire passer certains messages, parce qu'en plus souvent nos options sont notées au contrôle continu, où il n'y a pas de notes, où il n'y a pas de partiel. C'est un peu, ils viennent, ils s'assoient, ils écoutent, puis ils repartent, et puis ils ont validé leur module. Bon, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de notes pour que les étudiants s'intéressent à un sujet, mais sur ce genre de trucs, surtout quand ils commencent leurs études de médecine, ils sont super excités d'apprendre plein de trucs sur le corps, de voir des patients et ça, donc je pense qu'ils s'en fichent un peu de ce qu'on peut leur dire. Et c'est dommage, du coup. Moi, je me souviens, j'ai fini un cours qui s'était pas forcément très bien passé. Je pense que ça les avait pas forcément passionnés, les textes que j'avais fait lire.
Et je leur demande un peu, voilà, bon, est-ce que maintenant vous pouvez me faire un retour sur les textes que vous avez lus? Est-ce que vous pensez que ça pourrait, enfin, ça vous a fait réfléchir sur votre pratique peut-être future de médecin, etc., etc. Et là, ils ont discuté entre eux, puis ensuite ils m'ont dit, bah non, on a conclu qu'on savait déjà tout et donc que ça servait à rien. Et en fait, l'idée c'était qu'ils savaient déjà tout au sens où pendant leurs autres cours, ils avaient déjà du contenu philosophique en gros et éthique, et donc ils n'en avaient pas besoin d'en avoir un cours séparé. Et en fait, bah, du coup, c'était mon échec. Mais enfin, c'était assez triste. J'ai eu un autre cours aussi, parce qu'on a fait des cours parfois en binôme. Donc, ça veut dire qu'il y avait un enseignant en sciences humaines, un enseignant en sciences. Pardon, un enseignant médecin plutôt. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y avait des cours où j'étais moi. Voilà, j'ai 28 ans. Il y a ce prof de médecine qui, je sais pas quel âge il a, 50 ans, qui est vachement plus grand, etc., qui a une grosse voix. Et là, il commence à dire des choses totalement fausses, tu vois, en éthique médicale. Et moi, enfin, je suis super gênée, quoi. Je peux pas lui dire, mais non, attendez, votre prof raconte n'importe quoi, l'écoutez pas. Donc, c'est un peu compliqué. On n'est pas dans une position de pouvoir par rapport aux étudiants au sens symbolique. Donc, il y a l'idée, oui, il faudrait plus de philo, plus d'éthique, plus d'histoire dans les études de médecine, mais en fait, l'implémentation, je pense qu'elle est toujours un peu compliquée. Et du coup, là pour le coup, c'est plutôt un échec structurel en fait. C'est que l'institution, en tout cas universitaire, mais médicale, ne donne pas d'importance particulière à ça et donne pas les moyens de donner de l'importance à cette partie-là en fait. En France en tout cas. Oui, oui, c'est sûr. En fait, donc je sais qu'il y a eu un rapport dans les années, enfin, je sais plus si c'est dans les années 90 ou les années 2000. Il y a eu un rapport pour plus d'épistémologie et d'histoire de la médecine, surtout. Donc à ce moment-là, ils ont recruté quelques profs, et ensuite ça n'a pas trop suivi. Donc c'est surtout beaucoup d'enseignements. La réalité sociologique, puisque je vois quelqu'un parler de ça, c'est que c'est surtout des enseignants précaires. Enfin, précaires au sens, ils sont là pour 1 an, 2 ans max, des doctorants ou même des vacataires qui viennent un peu de partout pour combler les trous. Et même en fait, sans ça, il n'y en a pas assez. Et ce que font en fait les facultés de médecine souvent, c'est que c'est les médecins eux-mêmes qui vont donner cours. Et malheureusement, je veux dire, il y a peut-être probablement, il y a des médecins qui se sont formés sur le tas, qui ont développé une expertise et qui sont capables ensuite de donner un cours de qualité sur le sujet. Mais en fait, la plupart du temps, non, et ça peut même aller très loin et être catastrophique. Donc j'ai pas trop envie d'en parler, mais donc l'année dernière, il y a eu un scandale à la fac de Lyon. Justement, ça a impliqué un prof, un très grand prof de médecine, c'est lui qui s'occupe de tous les cours de philo, en fait. Donc, et le contenu est très problématique, mais en fait, ça passe sous le coup de la liberté d'enseignement. Et donc, on peut rien faire, alors qu'en fait, ça me paraît absurde. Bref, il n'y a pas de respect pour notre expertise, alors même que pour être prof, il faut passer ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Une qualification CNU. Donc, il faut, en plus de la thèse, il faut des pairs de notre discipline doivent évaluer notre dossier pour dire oui, cette personne est habilitée à pouvoir postuler à ce poste, et ensuite seulement on devient prof. Enfin bref, il y a toutes ces étapes hyper strictes pour qu'ensuite, en fait, n'importe quel médecin, j'ai envie de dire, qui s'intéresse un peu à l'histoire et à la médecine, s'improvise, décide qu'il va enseigner ça. Bref, ça m'énerve. En plus, je pense que des fois, oui, Tu as ça le peut droit de être bien, t'énerver mais ici, y a pas de souci. On s'énerve souvent. surtout que c'est pas juste théorique, ça veut aussi dire que tous les gens comme moi vont se retrouver sans poste, sans rien. Enfin, je veux dire, enseignement de mauvaise qualité. C'est pas juste une question idéologique. L'enseignement sera forcément de moins bonne qualité, et des gens formés pour ça vont devoir faire autre chose parce qu'ils ne trouvent pas de job. Donc c'est un peu un gâchis. Mais du coup, ça doit te faire un peu marrer quand je sais pas, quand t'as Marianne qui t'appelle pour faire une interview parce qu'ils comprennent rien à tous les débats autour des essais cliniques, etc. Enfin, tu vois, ils cherchent des gens qui peuvent leur répondre sur ces questions-là, quoi. Ouais, Discuter de la en fait, du situation. coup, et c'est là qu'il y a des trucs bizarres qui se passent, parce que Marianne, en fait, ils ont publié une interview ou plutôt un article, une sorte, ouais, c'était plutôt un article, il me semble, d'un
donc je sais plus ce que c'est, docteur en philo sur Marx. Je suis allée regarder son CV et agrégé de philo, donc je me souviens plus de son nom. Mais bref, en fait, son article, c'était vraiment enfin, je veux dire, il a le droit d'avoir son opinion, mais en fait, il y avait des problèmes, il y avait des lacunes profondes. Je pense qu'il savait même pas que ça existait l'éthique médicale. Enfin, c'était pas clair du tout, quoi. Enfin, ça n'allait pas du tout. Et donc, j'ai tweeté un peu énervée, c'est n'importe quoi. En fait, t'en deviens fou. Au bout d'un moment, on dit n'importe quoi et on se dit, mais c'est pas possible. Enfin, et bref, c'est pour ça qu'après, ils m'ont contacté pour essayer d'avoir une autre opinion. Et donc, je l'ai fait. Mais en fait, finalement, j'ai parlé d'autre chose. Mais oui, j'ai été surprise du coup que. Donc, j'ai écrit un article j'ai appelé ça Introduction à l'éthique des essais cliniques. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon article, c'est vraiment la base de la base de la base. Il s'appuie sur un article de 1987. L'auteur est déjà mort. Je vais le partager sur le chat. Je te laisse continuer. Et cet article, donc, nationalement, c'est la base de la base. Donc, voilà, je l'ai écrit et j'ai essayé de faire ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est de montrer qu'il y a une argumentation, qu'il faut être rigoureux et que c'est pas juste le sermon d'Hippocrate ou je sais pas quoi. Et donc, moi, j'étais super contente de voir que. Enfin, je sais pas, ça a eu un succès un peu démentiel. Ce qui m'inquiète un peu, parce que du coup, ça veut dire que les gens connaissaient pas du tout. Bon, tout le monde doit pas être spécialiste d'éthique médicale, mais du côté des philosophes, personne connaissait. Donc, c'est un peu bizarre. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une demande. Il y a un trou, quoi, qui s'est formé. Et donc voilà. Et moi, je suis même pas en fait spécialiste de ça. Enfin, je veux dire, c'est des trucs que j'enseigne en cours, mais j'ai pas fait ma thèse dessus, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Encore une fois, c'est la base de la base. et donc ouais, c'est positif parce que du coup, ça montre que les gens sont intéressés. Et en même temps, il n'y a pas vraiment de gens qui sont là pour le faire. Enfin, on est quelques doctorants, il y a probablement des profs d'éthique qui pourraient le faire, mais c'est très très peu, quoi. Mais du coup, est-ce que c'est pas justement le contexte qui fait que, quoi? C'est-à-dire que là, les gens sont un peu... Enfin, du fait de la pandémie, les gens se posent plein de questions, et du coup, ce genre d'article arrive à un moment où les gens sont en demande de réponse, parce que peut-être aussi ça donne du sens à tous ces questionnements qu'on a en ce moment, quoi. Bah oui, oui, enfin, je pense que enfin, t'as raison. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que enfin, vous le savez, c'est pas la première épidémie et c'est pas la première épidémie où il y a eu des professionnels soit d'éthique, soit de philosophie, épistémologie, qui étaient là et qui ont écrit sur le sujet. Je veux dire, Ebola, c'était il y a pas si longtemps, le sida aussi, et donc il y a déjà une littérature énorme qui s'est développée sur ce genre de sujet, donc c'est très proche. Et donc il y a aussi des sociologues qui ont travaillé sur ces épidémies et enfin là, il y a un peu tout qui se répète. Donc il y a matière à vulgariser pas mal. Après, on voit que dans la science, enfin du côté recherche médicale, ça publie dans tous les sens. En fait, c'est un peu pareil de notre côté, tout le monde veut donner son opinion, veut apporter quelque chose. Bah, j'ai fait pareil en fait, donc je peux rien dire, mais c'est difficile de trier. Et donc moi, j'en veux pas à Marianne particulièrement d'avoir publié l'article que j'ai critiqué tout à l'heure. Enfin, je l'ai pas vraiment critiqué, vous savez pas ce qu'il y a dedans, mais ils ont vu un mec, il est agrégé de philo, enfin, ils ont pas raison de penser qu'il va dire n'importe quoi. Mais du coup, c'est pas leur faute non plus. Et pour le public, c'est encore plus dur de trier ce qui va pas. Après, pour venir sur enfin, je veux dire, oui, ce qu'on a remarqué, enfin, ce que j'ai remarqué et ce qu'on a remarqué avec des collègues, c'est que, et c'est pour ça que j'ai écrit l'article, c'est que l'éthique médicale et la philosophie, en fait, non seulement on passe à côté, enfin, je veux dire, on n'est pas entendu du tout, on n'existe pas parce qu'on n'a pas vraiment de légitimité médiatique ou je sais pas quoi, ou même universitaire, en fait, mais en plus, on est utilisé, tu vois. Donc, par exemple, Raoult, tu voulais pas qu'on en parle, mais il va dire qu'il est philosophe des sciences, il va dire que ses propos sont une sorte de... Enfin, se basent sur une réflexion morale. Enfin bref, il utilise la philosophie pour défendre ses opinions. Donc voilà, on est instrumentalisé de partout.
et on essaie de prendre la parole un peu comme ça enfin, je veux dire, on n'est pas très bien organisé, on n'est pas très bien organisé, très bon communicant, mais ouais, mais je sais pas si on va être, enfin, si les choses importantes vont être forcément entendues, quoi. Non, mais ça, c'est une très bonne remarque parce que ce qui est intéressant dans l'article que j'ai mis sur le chat notamment, c'est que tu réponds à Raoult euh, exactement là-dessus. C'est-à-dire que tu le prends à son propre jeu là-dessus, c'est-à-dire que tu te prononces pas comment dire, tu te prononces pas en tant que médecin ou quoi que ce soit, mais tu le prends un peu au mot en disant ah d'accord, toi tu revendiques que ce que tu fais, c'est bien parce que c'est éthique et c'est moral, même si ça va contre l'institution. Et ce qui est intéressant dans l'article, pour les gens qui l'ont pas lu, c'est que justement ça montre que non, même pas, en fait. C'est-à-dire que même cet argument-là ne tiendrait pas, quoi. Ouais, ça se retourne en fait contre lui carrément. En fait, j'ai écrit ça, je sais pas, j'ai lu il avait écrit une tribune dans Le Monde où il disait des médecins doivent rejoindre les philosophes. Enfin, je veux dire, la tribune, il y a vraiment, enfin, la tribune est assez hallucinante. Enfin, c'est un peu compliqué de savoir où il va en venir. Mais il y a certains trucs assez clairs. Et du coup, je l'ai lu, j'étais hallucinée, donc j'ai fait un tweet sarcastique. Puis ensuite, j'ai réfléchi 5 minutes et je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible. On peut pas laisser passer ça». Je veux dire, c'est tellement des trucs de base. Enfin, j'ai l'impression que, tu vois, ce que j'explique dans mon article, c'est le b.a.-ba d'un champ disciplinaire qui est certes pas du tout développé en France, mais ça a un impact, en fait, le fait que ça soit pas développé en France. Et du coup, j'ai voulu, c'est pour ça que j'ai essayé, oui, j'ai fait une réponse, tu vois, à Didier Raoult, mais j'ai essayé de tourner ça un peu, oui, c'est aussi une introduction, voilà. Et ouais, j'étais un peu dans un tunnel, j'ai passé un jour à l'écrire comme une folle, comme ça. J'étais trop énervée. C'était la rage, en fait. Et ça a marché, donc ça m'a fait, j'étais un peu choquée. Parce qu'au début, je l'ai publié, je me suis dit: «Oh là là, tu t'es pris la tête avec une adrénaline comme pas possible pendant 2 jours et personne va dire». Et ouais, c'est pas facile de savoir quand est-ce qu'on va être entendu ou pas, quand est-ce que ce qu'on fait est utile ou pas. Enfin, sachant que tout ça, c'est bénévole et que ça prend du temps sur ce qu'on est en train de faire par ailleurs. Enfin, et aussi que les médias s'en contrefichent. Enfin, on a écrit un autre article là avec des collègues et les médias n'ont pas du tout voulu, quoi. On l'a on l'a republié comme ça sur Medium, qui est pas forcément la meilleure plateforme, mais on savait pas où le mettre, Oui, quoi. et vous pouvez le trouver j'irai le chercher, mais vous pouvez le trouver. Je l'ai pas mis sous le tweet avant le live parce que tout simplement quand j'ai fait ce tweet-là, tu l'avais pas encore sorti. Et j'irai vous le retrouver. Et sinon, vous avez qu'à suivre Juliette sur Twitter. Ferry, Et ce que je peux dire sur cet article, c'est qu'il est beaucoup plus simple, il n'est pas aussi argumentatif que l'autre. Et moi, dans ma tête, c'était un peu pour envoyer ouais, aux personnes de notre famille qui sont un peu perdues, enfin, perdues au sens propre, qui savent pas trop quoi penser, qui ont dû, enfin, c'est pour envoyer à ce genre de personnes. Moi, c'est vraiment très très simple à comprendre, normalement. Voilà. Je vais vous le retrouver. J'ai une question sur... ah bon, après, de toute façon, tu m'as dit que tu connaissais la chaîne, donc tu sais que nous, on aime bien les approches un peu culturelles. Ce que tu dis sur le fait qu'il y ait un vide là-dessus en France, que, en fait, justement, le fait que tu publies un article et que ça marche, même si toi, tu considères que c'est que vraiment du niveau b.a.-ba du truc, c'est vraiment que le niveau général est bas, mais qu'il y a une demande... il y a un vide à combler, quoi. Et en fait, Ouais. je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que justement, dans les pays anglo-saxons, c'est des trucs culturellement beaucoup plus développés et c'est un truc que tu vois énormément avec les séries médicales, en fait. C'est-à-dire que moi, toutes les premières... en gros, si tu me dis philo de la médecine, je vais penser en fait à des trucs que j'ai vus dans Doctor House ou dans Urgence, en fait. Parce que Je en raconte pas parce que je regarde pas, moi, cette série, ça me Ah, alors voilà, stresse, justement, ça me rend hypochondriaque. c'est ma question. Mais en fait, du coup, tu vas pas pouvoir vraiment me répondre Non, je vois un peu sur mon Dr impression, House. mais là, faudrait vin clair, là, parce que là, c'est spécialiste des séries médicales, mais je pense qu'il me donnerait pas tort. Il y a dans les séries anglo-saxonnes déjà une très très grosse importance des séries médicales. C'est un des piliers de la série américaine. Mais d'ailleurs, en France, toutes les grandes séries médicales, c'est des séries américaines, en fait. Et c'est très important pour eux. Et en fait, c'est des séries où il y a constamment
des questionnements sur ce qu'il faut faire, pas faire, le comportement des médecins ou les médecins face à des dilemmes, etc. Et en réalité, c'est plus ça qui est intéressant que la médecine elle-même, parce qu'en réalité, on n'y comprend rien. Quand on n'est pas médecin, que d'ailleurs elles sont pas toutes très sérieuses sur l'aspect médical de la chose, mais il y a cette... mais même des trucs tout bêtes, ces gens, tu vois, les questions type l'avortement, l'euthanasie, tu vois, tu sais, les classiques, quoi, des questionnements médicaux. Et j'ai Est-ce l'impression qu'on que... doit mentir? Oui, voilà, est-ce qu'on doit mentir, etc. Et il y a moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie culture populaire Ah non, mais c'est de la sûr. médecine dans les pays anglo-saxons et que tu vois dans leur production, en fait. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'il y a aussi une culture populaire de l'éthique. Parce qu'ils ont quand même réussi à faire une série comique extrêmement populaire où tout le speech, c'est un prof de philo qui enseigne à une meuf. Attends, parce que la dernière fois que j'ai parlé de ça, j'ai spoilé. Non, spoil pas parce que j'ai vu que genre 5 épisodes et c'est The Good Place, j'imagine. C'est vrai, j'ai failli te spoiler. Excuse-moi. Non, Et ils spoil sont au pas. paradis. Et donc, bref, ils ont fait. Il y a toute une sitcom, enfin, c'est pas une série, une comédie sur la philo. Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible en France. Et je pense que si ça arrivait en France, ça n'aurait rien à voir. Parce que ça serait plutôt traité sur le mode ouais, intellectuel, un truc. Enfin, on comprendrait pas trop de quoi ils parlent. Ça serait plutôt comme un arrière-plan, tu vois, à autre chose. Ou alors ce serait un truc hyper compliqué qui ne deviendrait pas du tout populaire, comme ça l'est devenu aux États-Unis à cette série The Good Place. Donc ouais, il y a cette culture aussi. Et pour revenir aux séries médicales, je sais pas trop parce que j'en regarde pas. Je sais juste C'est marrant que t'en regardes pas, du coup, je trouve. Enfin, c'est étonnant, c'est marrant. Ouais, non, bah en fait, je sais même, j'ai jamais forcément été passionnée par la médecine. Ça a été je sais pas trop, je sais plus trop pourquoi j'ai fait ça. Enfin, je veux dire, la philosophie de la médecine. Mais je pense aussi parce que pour moi, c'est pas juste important parce que c'est de la médecine, c'est les questions philosophiques qui m'intéressent. Mais ouais, Dr House, c'est un connard. C'est Euh, pas un bon médecin. Bah, en fait, justement, c'est une des questions en fait de la série parce que c'est un médecin qui, en fait, qui est dans la pure efficacité de diagnostic et qui du coup ne veut pas. Alors justement, là, on n'a pas encore parlé d'empathie, mais qui refuse l'empathie et qui, par exemple, fait des trucs. D'ailleurs, je sais que je suis pas médecin, mais je sais que ça a été souvent relevé que en fait, Doctor House, c'est une des meilleures séries en termes de ce qui est représenté médicalement, Ouais, c'est-à-dire les au niveau maladies et tout, scientifique. ce qui est Mais qu'au logique. niveau, Ouais. mais qu'au niveau éthique, normalement, j'espère que c'est pas comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que dans Doctor House, en fait, ce qui est le moins réaliste, c'est qu'en fait, il devrait être viré au bout de 2 jours. Bah oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est impossible. Alors, ils essaient de te présenter ça comme il est couvert par l'hôpital et tout machin. Mais en fait, c'est Après, impossible. En fait, il se prendrait un procès, il serait ruiné, c'est terminé. En C'est le France, seul franchement, truc je qui est sais pas pas, hein. réaliste. Parce que moi, enfin, il y a des trucs de fou, hein, quand même. Ouais. Enfin, Oui. typiquement, mentir au patient, ne pas respecter son consentement. En fait, ce qui est pas réaliste aussi, c'est que ça marche, en gros. Parce que, au final, si tu fais ça tout le temps, ça se retourne forcément contre toi et les patients en souffrent, quoi. Ils vont pas te remercier. Ah oui, c'est clair. Donc c'est peut-être ça qui est pas réaliste. Enfin, je sais pas à quel point. Je pense qu'il y a forcément des épisodes où il fait son show et puis il se foire parce qu'il n'a pas respecté entre guillemets les règles éthiques et scientifiques et ça lui retombe dans la gueule, quoi. Ah oui, il a pas tout le temps raison. Mais d'ailleurs, en fait, c'est organisé de. En fait, il a une équipe autour de lui et qui Mmh. représentent tous un rapport différent en fait à ça. Donc lui, c'est vraiment. En fait, c'est Sherlock Holmes. Le principe de Doctor House, c'est que c'est Ouais. Sherlock Holmes et qui fait. Lui, il enquête les maladies. C'est ce qu'il fait. Et d'ailleurs, au début, il veut même pas voir les patients. C'est-à-dire qu'il, c'est ça, vraiment ça. S'il peut éviter de voir Mmh. les gens, ça l'arrange quoi. Et par contre, il va avoir une personne beaucoup plus empathique, qui du coup va lui mettre des taquets quand il déborde certaines questions, le consentement, etc. Enfin, en fait, ils représentent tous un angle différent, et ils ont pas. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas tout le temps raison, en fait. Il n'y en a pas un qui a tout le temps raison, c'est qu'ils se complètent. C'est-à-dire que des fois, House a des résultats en contrevenant à l'éthique, par exemple,
Mais d'autres fois, c'est justement parce qu'on l'a empêché de le faire que blablabla, que Mm. l'issue va être bonne ou quoi. C'est assez intéressant. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup. Mais bon, tout ça pour dire que tu vois, c'est quand quand le grand public regarde ce genre de choses, Oui, fatalement, réfléchis forcément. tu pars de moins bas sur ces questionnements-là, quoi. Mm. Ouais, bah, parce qu'en France, donc je pense que j'ai pas là d'études à vous donner ou de grands livres sur ce sujet, mais c'est assez consensuel de dire que la tradition en France, elle est plutôt paternaliste en médecine. Et enfin, je veux dire, on n'en est pas forcément encore sorti, quoi. Justement, justement, ce moment où j'ai été en binôme avec quelqu'un qui disait des choses qui m'ont un peu choquée, enfin choquée, parce que c'était pas rigoureux, quoi. C'était justement sur le paternalisme, où en fait, le prof leur a expliqué qu'il y avait bon, paternalisme. Si on est trop paternaliste, c'est pas trop bien, mais si on n'est pas assez paternaliste, c'est pas super non plus. Il y a un paternalisme, tu vois, un bon paternalisme du milieu qui. Bref. Ah! Est-ce que tu peux définir paternalisme dans le cadre Ouais, de la non, je médecine? fais. C'est juste que je suis énervée rien que de penser. Ce que j'avais un peu de dire, c'était Tu as le trop droit de frustrant. t'énerver, vas-y. En gros, la définition la plus simple du paternalisme, c'est penser qu'on sait mieux ce qui est bon pour la personne que la personne. Donc, penser qu'en tant que médecin, enfin, ça peut s'appliquer à toutes les situations, mais dans la médecine, ça veut dire qu'en tant que médecin, on sait ce qui est meilleur, enfin, ce qui est bon pour la personne en face de nous. Et donc, ça peut aller jusqu'à prendre des décisions pour elle sans lui demander son avis, son consentement, ou lui expliquer des choses. Mais juste, on sait ce qui est bon pour elle. Et ça peut aller super loin parce que le contexte de cette conversation, finalement, avec les étudiants, c'était voilà, ce mec, il veut pas revenir à mon rendez-vous parce qu'il peut faire ce test. Et du coup, ben, la technique de cet étudiant, c'était je vais essayer de lui faire peur, je vais essayer un peu de manipuler. Et c'était vraiment dit comme ça, tu vois. Donc, étudiant en deuxième année, tu vois, ça fait un peu peur. Je vais essayer de manipuler les sentiments, enfin, les peurs de la personne pour essayer qu'ensuite elle m'obéisse. Mais tout ça, c'est pour son bien en fond, parce que sinon, s'il va pas venir, ça va mal se passer, etc. Alors qu'en fait, enfin, ça va pas du tout au niveau éthique de prendre des décisions pour les autres. Et en plus, normalement, enfin, je veux dire, ça contrevient au code aussi de la déontologie, donc au sens un peu légal du terme. Donc, il faut, euh, il faut dialoguer, il faut expliquer des choses, et il faut prendre une décision avec l'autre, et la personne doit donner son accord. Parce qu'en fait, on sait jamais trop, on peut jamais trop savoir ce qui est bon pour une autre personne. Euh, pour vous donner une idée, bon, je n'ai pas envie de shamer tous ces étudiants, ça n'a rien à voir, c'est juste pour donner des exemples. Mais par exemple, c'est pas toujours évident de savoir ce que les patients, ce que les personnes en général veulent, ou quel est leur objectif dans la vie, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils préfèrent, ou tout simplement voilà, les difficultés qu'ils rencontrent. Du coup, je veux dire, ils pensaient sincèrement qu'ils savaient ce qui était le meilleur pour par exemple le patient fictif à propos duquel on parlait, mais ils n'avaient pas pris en compte du fait que ah oui, cette personne, elle a 90 ans. Elle a la jambe cassée et elle vit au 3e étage, et tout ça, ils s'en foutaient totalement, ils n'avaient même pas pensé. Donc voilà, pour dire qu'on est toujours enfin, je veux dire, c'est pas infaillible, on se trompe toujours quand on essaie de deviner ce que la personne veut en fait, ou quelles sont ses valeurs, ou quels sont ses choix, etc. etc. Donc on va forcément se tromper en fait si on devient paternaliste, et si on se trompe, ben, ça a des conséquences, etc. Donc d'un point de vue éthique, c'est pas bien, et puis d'un point de vue pratique, ça va forcément avoir des conséquences foireuses. Je caricature un peu. Oui, oui, mais je vois bien. C'est not all médecin. Mais non, oui, c'est un problème structurel Enfin, voilà, c'est pas la faute des étudiants en Non, soi, non, pas du tout. c'est que Je veux dire, le... c'est leur prof qui leur a dit ça, donc tu vois, c'est pas du tout Voilà. Et leur toi, tu faute. dirais que ça, c'est spécifique, c'est spécialement français ou... Parce qu'on pourrait penser que Bah, au tous les niveau... médecins feraient ça, quoi. Non, parce qu'en fait, au niveau culturel, non, justement, au niveau culturel, en France, il y a plutôt l'idée que le médecin, c'est un peu tout et qu'il doit choisir. Je pense qu'il y a même pas mal de personnes qui diraient qu'elles préfèrent que le médecin choisisse pour elles ou pour eux.
je veux dire, dans le code de la santé publique, il y a écrit que les décisions doivent être prises de façon informée, libre et informée, ou je sais plus quelle est la formulation. Et ça, c'est pas quelque chose que les gens ont conscience. Enfin, c'est pas quelque chose auquel on pense forcément quand on va chez le médecin. On fait confiance et puis il prend la décision pour nous, puis là, on n'y pense pas. Mais je pense que, par exemple, aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est beaucoup plus contractuel, on se méfie beaucoup plus. Après, il va peut-être avoir un procès si, voilà, je sais pas ce qui va arriver. En France, je pense que ça peut arriver aussi, mais c'est beaucoup moins le cas. Et la figure du médecin est quand même vachement plus. Ouais, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression, et je crois que c'est assez bien étayé au niveau sociologique. Mais j'ai pas de référence précise. Oui, mais c'est cohérent, ceci dit, avec la logique anglo-saxonne qui est quand même très, enfin en tout cas d'Amérique du Nord, qui est, je pense que les Canadiens sont un petit peu comme ça aussi, mais il y a un côté, vraiment ils détestent qu'on décide pour eux quoi que ce soit. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Nous, je pense qu'on a moins de problèmes par rapport à l'autorité, quoi. Ouais. Et alors attends, du coup je me suis perdu sur ce que je voulais dire. Oui, alors voilà, si, la question que j'avais aussi, c'est quand moi donc là quand j'ai relu un petit peu les dernières choses que tu avais faites, je me posais la question justement mais tu as déjà un petit peu répondu d'une certaine façon, est-ce que votre travail en tant que philosophe de la médecine est purement descriptiviste, c'est-à-dire dire l'éthique, c'est ça, par exemple là sur les essais cliniques, c'est ce que tu expliques dans l'article, c'est le consensus ça fonctionne comme ça, pour obtenir un consensus c'est comme ça que ça marche, etc. Enfin en fait ça fait un peu un état des lieux de comment ça fonctionne maintenant. Mais est-ce que votre rôle ça peut être aussi de dire non en fait par exemple j'en sais rien, le code de déontologie n'est pas bon sur ce point pour X raisons, etc. Et en fait, pouvoir peut-être aller aussi dans un truc plus prescriptif que descriptif. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si Oui, je suis oui. très clair, mais... Bah, par essence, l'éthique, en général, l'éthique va pas forcément être. Enfin, la plupart de l'éthique médicale est prescriptive, on va dire normative, dans le jargon. Et même en fait, ce dont j'ai parlé dans l'article, c'est forcément descriptif. Parce qu'en gros, ce que je dis, enfin, ce que je rappelle, c'est que donc, on a commencé à faire beaucoup d'essais cliniques, ça s'est développé, et il y a eu des clashs, on va dire. Il y a eu des hésitations, notamment quand on voulait faire un essai clinique où il y avait 2 groupes. Un groupe allait recevoir le traitement qu'on pensait prometteur et un groupe n'allait pas recevoir ce traitement. Et dès le départ, en fait, mais ensuite ça c'est devenu très poignant, c'est devenu très visible, quand il y a eu des épidémies, que la situation était désespérée. C'est qu'on s'est dit: «Ah mais c'est horrible en fait, il va y avoir une perte de chance pour, ceux qui n'ont pas avoir le traitement, prometteur». Donc ça voudrait dire que, et ça c'est vraiment des ça va être des éthiciens, enfin des philosophes qui vont pointer ces limites, en plus d'autres qui vont dire: «Mais c'est horrible en fait, vous êtes en train de priver, vous êtes en train de priver d'un patient d'une chance de guérir. Or, l'un des buts de la médecine et l'une des règles morales à laquelle vous devez vous tenir, c'est que vous devez respecter, enfin vous devez soigner le patient, le protéger, ne pas lui nuire. Alors là, vous êtes en train de lui nuire». Bref, donc ça, il y a une sorte de dilemme. Et ce que j'ai rappelé dans l'article, c'est qu'en fait, si on analyse bien la situation, on peut sortir de ce dilemme et montrer qu'en fait, puisque on ne sait si on se place au niveau de la communauté scientifique, le fait qu'il y ait un traitement metteur ne signifie pas qu'on sache avec certitude qu'il le soit. Et du coup, on est dans cette incertitude. Et cette incertitude, en fait, c'est ça qui va nous libérer du dilemme éthique, puisque ça va vouloir dire qu'on ne nuit à personne. Et ensuite, au niveau, enfin, l'éthique va aider à venir justifier, enfin, on va dire, l'éthique justifie en fait ensuite le fait qu'on fasse, je m'embrouille, qu'on fasse l'essai clinique en lui-même, parce qu'on pourrait toujours dire: «Ah mais vous êtes en train de soumettre à des individus une sorte d'incertitude totale, aussi bien vous allez empoisonner les gens,
Donc vous êtes en train de faire de l'expérimentation sur les humains, mais pourquoi en fait si vous êtes dans l'incertitude? Et c'est là que l'article que j'ai cité continue et l'idée de l'article, c'est qu'en fait, il faut que l'essai soit, fait de telle façon qu'à la fin, on ait progressé en fait au niveau de l'incertitude. Donc il y a un progrès des connaissances médicales, on saura si en fait il faut abandonner ce traitement ou au contraire essayer de continuer dans ce sens-là. Et c'est ce progrès médical qui va ensuite se retranscrire en un progrès au niveau de la santé, enfin, il va avoir des applications. C'est cette possibilité qui va être, la justification morale, du simple fait qu'il y ait des essais cliniques. Donc là, on n'est pas du tout dans la description, en fait. On est en train l'auteur a apporté une justification morale du fait même de faire des recherches, des expérimentations sur les humains. Voilà. Et donc, c'est pas descriptif, je voulais juste dire ça. Ensuite, la grande majeure partie de l'éthique médicale n'est pas descriptive, elle est surtout prescriptive. Et oui, enfin, je veux dire, je sais pas exactement comment ça pourrait se passer, mais si l'éthique médicale était plus développée en France, il y aurait forcément plus de prescriptions à ce niveau-là, vis-à-vis des médecins. Mais évidemment, il y aura aussi plus de conflits. Alors déjà que nous, comme j'ai dit, je suis pas forcément une éthiciste médicale, je sais pas comment on dit en français, mais on est si peu qu'en fait ça risque pas d'arriver pour l'instant. Et alors, nous ne parlons même pas d'un poids législatif non plus. Ensuite, pour parler des philosophes de la médecine, parce que tu as parlé des philosophes et pas juste médicales, alors ça va être les deux. Ça va être à la fois descriptif et normatif, donc prescriptif, ce que tu as appelé prescriptif. Puisqu'on va s'intéresser à la connaissance médicale, on va regarder déjà comment ça marche, on va essayer de la décrire, on va essayer de décortiquer ce genre de choses. Il va aussi avoir un travail conceptuel, notamment sur le concept de maladie et de santé. Donc là, ça peut être à la fois descriptif, on va essayer de voir comment les gens utilisent le concept de maladie. Mais ça peut aussi être prescriptif, dire la maladie, il faut qu'il y ait ça, ça, ça pour que ce soit une maladie. Donc ça pourrait être un concept normatif. Et là, par exemple, un philosophe pourrait dire, bah non, selon ma définition, ça c'est pas une maladie, ou ça c'est une maladie, par exemple. Et même au niveau des méthodes scientifiques, il va avoir beaucoup de littérature philosophique normative. Et en fait, dans les journaux médicaux, ça peut arriver que certains philosophes publient. Par exemple, là, j'ai une idée en tête, il y a des philosophes de la médecine, philosophes des sciences, qui s'intéressent aux essais cliniques, à la façon dont on hiérarchise les données dans la science médicale. Et eux, ils militent pour une plus grande, enfin, cette publication en particulier, milite pour une plus grande place des données mécanistiques dans ce qu'on appelle la médecine basée sur les données probantes. Voilà. Et souvent, c'est copublié avec des médecins, ça va être publié dans les journaux de médecine, donc il y a une sorte d'interdisciplinarité. Et c'est souvent dans ce cadre qu'il va y avoir des choses un peu normatives. Mais ça peut aussi, je dirais, il y a des essais d'épistémologie, de philosophie de la médecine qui sont plus généraux et qui critiquent, par exemple, plein d'aspects de la médecine. C'est ça aussi qu'il faut réaliser, c'est que beaucoup de philosophes des sciences et philosophes de la médecine ont une lecture critique forcément des sciences. Et le fait que que ça soit un îlot en fait en France, ça enlève. Je veux dire, c'est super problématique parce que soit on aura des critiques de la médecine qui vont être totalement caricaturales et pétées, et soit on n'en aura pas. En fait, ça va ensemble. Parce que si on critique n'importe comment la médecine, si on critique comme ça, ah non, c'est des labos, machin et tout, mais en fait, on oublie plein d'autres critiques. Et donc, on s'enlève une arme, en fait, si on va absolument critiquer la médecine. Donc, bref, du coup, c'est dommage, en fait. Les philosophes de la médecine, ils sont pas. Justement, ils sont super normatifs, ils critiquent vachement plein de choses, et on n'a pas ce contre-pouvoir, entre guillemets, en France. Voilà, c'est dommage.
Ouais, je suis hyper d'accord. En fait, c'est vraiment exactement pour ça que je posais la question, parce que je me dis, en fait, comme on va pas se mentir, je suis intuitivement beaucoup d'accord avec toi, en fait, quand je lis ce que tu as écrit. Donc, du coup, j'essaie de me dire, attends, mais qu'est-ce que pourraient rétorquer des gens qui sont pas d'accord. Et si la démarche se contentait d'être purement descriptiviste, je me dis que, tu vois, enfin, si tu contredis un Raoult ou n'importe quel mec comme ça en lui disant non, attends, je vais t'expliquer comment ça marche, il peut tout à fait te répondre, oui, justement, c'est ça mon problème, c'est que ça marche comme ça. Et te dire non, mais justement, moi je suis pas d'accord. Et la preuve, c'est que ça a pour conséquence que je ne devrais pas donner mon remède miracle à des Mm. gens malades, etc. Donc, et du coup, je suis hyper d'accord avec toi sur le fait que si que justement c'est ça qui permet une démarche, comment dire, c'est le fait de justement faire les bonnes critiques de la démarche médicale ou de la démarche scientifique qui permettent de répondre à des professeurs Raoult. Parce que j'ai l'impression que, enfin, tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais en voyant un petit peu ces débats autour, qui sont quand même des débats très passionnés, t'en as un peu fait les frais, je pense, t'as dû être dans des tirs croisés avec ton article, que il y a, en fait, la situation est insoluble dans le sens où d'un côté il y a des gens qui sont acquis au consensus scientifique et à la méthode et qui vont juste dire, écoutez ça, ce que fait Raoult, ça ne suit pas la méthode, donc c'est de la merde parce que la méthode est tout et elle est parfaite comme ça, un peu sous-entendu ça. Et en face des Raoult à qui il ne reste plus qu'à rétorquer, et ben justement c'est bien le problème, c'est que la méthode ne marche pas. Mm. Et du coup, Bah oui, tu c'est peux ce pas qu'il les concilier, fait. en fait. Et encore une fois, il instrumentalise la philosophie en disant oui, voilà, les philosophes, ils ont pris contre la méthode scientifique. Et du coup, c'est super bizarre parce que en tant que philosophe des sciences et de la médecine, nous, on est à fond dans les critiques et maintenant, on se retrouve à défendre, tu vois, la méthode. Donc, c'est un peu Oui, mais bon, je t'avoue avec qu'honnêtement, un c'est une des raisons co-auteur. pour lesquelles je t'ai appelé toi et pas quelqu'un d'autre, parce que je trouvais ça intéressant, justement, que ça soit ta critique de Raoult soit, et son approche de l'éthique ne soit pas juste il ne respecte pas la méthode, Ouais. au revoir, tu vois. Bah, je pense que de toute façon, ça aussi, ça reste important quand même. Donc, j'ai un collègue, il a écrit donc, mon co-auteur, Cédric Paternotte, qui est, je ne suis pas du tout mon collègue, puisque je ne suis plus employée à la Sorbonne, mais, donc, est maître de conférence à la Sorbonne, en philosophie des sciences. Donc, lui, il a voulu un peu reprendre un peu, enfin, faire un article un peu sur ça. Enfin, ça veut dire quoi être contre la méthode en médecine? Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec lui, on avait aussi coécrit une recension, donc bref, on appelle ça bref, une critique de livre. On avait lu un livre et on avait ensuite critiqué et étudié, qui s'appelle Medical Nihilism. Et donc, c'est un livre qui critique très fortement la médecine, qui est très sceptique, qui, parfois, dans le discours de Raoult, on a l'impression que, tu vois, peut-être il a lu le livre, on ne sait pas trop. Et du coup, avec tous ces collègues avec qui on a lu ce livre et qu'on trouve vraiment intéressant, même s'il y a des critiques et ça, on se retrouve maintenant à passer de l'autre côté en mode non, 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 c'est vachement bien la méthode, arrêtez de faire n'importe quoi. Du coup, c'est un peu, c'est un peu fou, quoi, parce que oui, c'est ceux qui critiquent qui se mettent à défendre, mais c'est parce que aussi on s'est fait instrumentaliser et qu'on n'aime pas ça. Et voilà. Mais en fait, si, il faudrait peut-être pas que je le dise, mais si les gens du type Raoult ou type d'autres personnes qui n'aiment vraiment pas la médecine, ils voulaient trouver des très bons arguments, s'ils lisaient les philosophes des sciences et de la médecine, on, on aurait des problèmes parce que je pense qu'on peut un peu trop facilement se faire instrumentaliser. C'était une de mes critiques de ce livre d'ailleurs, c'était ok, c'est bien intéressant ton scepticisme, ton nihilisme médical, mais tu vas te faire racheter par tous les anti-sciences complotistes ou je sais pas quoi, et c'est un problème. Bon, l'auteur, lui, je sais pas, il s'en fout, quoi. Nous, on trouvait que c'était un peu risqué. Oui, mais c'est aussi un peu le problème dès qu'il y a comment dire, tu vois, pour rester dans la médecine, sur la critique Big Pharma et tout machin, le problème c'est que Il y a des vraies critiques à faire, Ouais, tu vois. voilà. Même truc, tu vois. J'ai un collègue, il est à fond là-dedans, il a fait des cours l'année dernière à Lyon sur ça, tu vois, pour expliquer où étaient tous les conflits d'intérêts, en quoi ça peut être un problème.
Et en fait, après, si le discours devient caricatural, on se retrouve à dire non, mais c'est pas exactement à ce point-là qui. Et c'est difficile, c'est qu'en fait, dans tout média, en fait, de pouvoir avoir un discours qui est gris, quoi, qui est pas tout noir, tout blanc, c'est vachement compliqué. Et en plus, ça nous met sur on se met dans une situation où on se fait attaquer de deux fronts. Et c'est pas facile. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais oui, mais du coup, c'est important que tu puisses exprimer ça, parce que c'est vraiment intéressant qu'il y ait encore des gens qui aient en plus l'expertise pour dire que. Enfin, pour justement faire la bonne critique fondée et qui soit pas celle qui permette le charlatanisme ou des conséquences catastrophiques. Parce que là, en plus, on parle de médecine, donc là, tu es dans un champ quand même où ça impacte des vies Bah ouais. au quotidien, quoi. Ouais. Bah du coup, ouais, non, après c'est compliqué parce que du coup, la philosophie de la médecine, au sens où, voilà, où j'en parle tout à l'heure, c'est un tout petit champ. Après, en France, donc on n'est pas du tout audible, quoi. Je pense qu'on n'est même pas audible chez les philosophes, alors on va être encore moins audible ailleurs, quoi. C'est compliqué. Alors pourquoi pas audible chez les philosophes? C'est-à-dire... Bah, en gros, la philosophie de la médecine et d'éthique médicale, c'est encore autre chose, mais la philosophie de la médecine, c'est la philosophie des sciences. Et la philosophie des sciences, c'est tout petit en France. Il y en a dans quelques facs, il y a quelques centres comme ça à Paris, à Bordeaux, et ailleurs. Je vais pas vexer si des gens m'écoutent. Mais c'est très peu, quoi. Il y a pas de Cette année, c'est un peu exceptionnel. Donc au niveau des recrutements en philosophie de la médecine, donc des recrutements de maîtres de conférences, il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Il y en a moins de 10. Alors que d'habitude, il y en a un tous les 3-4 ans. Donc il s'est passé un truc, c'est probablement lié à la réforme de la PACES de la première année de médecine. Parce que du coup, ils vont essayer de... donc en gros, il y aura des... Comment on appelle ça? Des parcours médecine au sein des facultés de sciences humaines et sociales, et il y aura des parcours... enfin bref, ça sera un peu tout mélangé. Et du coup, ils avaient plus besoin d'enseignants comme nous, soit des historiens de la médecine, soit des profs de littérature qui s'intéressent à la médecine, soit etc., etc. Donc cette année, c'est un peu exceptionnel, mais en règle générale, il y a des postes... on est très peu, quoi. Et en plus, je pense qu'on ne correspond pas du tout au niveau médiatique à ce que c'est un philosophe. Et donc, on ne nous écoute pas. Je repensais à ce papier-là sur les dans Marianne. Ben, il y a vraiment un rejet très, 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 très fort dans le milieu intellectuel français. Tout ce qui va être l'éthique qui n'est pas kantienne, donc l'éthique conséquentialiste, l'utilitarisme. La bioéthique aussi, ils détestent, l'éthique médicale encore aussi, parce qu'ils ont l'impression que c'est que une sorte de judiciarisation de la médecine, donc ça leur plaît pas. Ils vont piocher un peu des déclarations choquantes de certains philosophes éthiques, philosophes moraux, et ensuite vont dire ah là là, ce sont des nazis. Et donc bon, c'est pas forcément, pas forcément respecté. Oui, alors je savais pas ça. Toi, tu dirais que tout ce qui est un peu... Après, il faut peut-être expliquer ce que c'est justement l'utilitarisme, conséquentialisme, etc. Et ça, c'est un truc qui est mal... Point Godwin. Non, on l'avait déjà atteint, excuse-moi. Oui, il a déjà été atteint très très vite. Très très vite atteint. Hein. Le point Mengele est parti tout de suite. Mais oui, en fait, pardon. Oui, est-ce que tu peux expliquer peut-être justement ce que c'est l'utilitarisme ou le conséquentialisme? Alors, j'ai l'impression qu'il faut que tu me demandes de faire mon cours de... Ouais, désolé, c'est parce que j'ai des questions dessus et je veux bien que tu l'expliques. Ah, ok. Donc déjà, je voulais aussi, il fallait que j'en parle, je voulais parler de la chaîne de Monsieur Phi, qui est un fan de tes vidéos d'ailleurs. Ah ouais? C'est vrai? Oui, il est fan. Trop bien. Moi, j'aime beaucoup. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, en fait. Ok, bah, je conseille vraiment, parce que du coup, Monsieur Phi, Thibaut, qui est aussi un ami,
il fait partie, en fait, parce qu'il a fait une thèse de logique. Et lui, il a été prof au lycée, mais il a fait une thèse de logique et il était dans ce milieu, pas forcément la philosophie des sciences, mais la philosophie anglophone, anglo-saxonne, et donc qui est un peu proche. C'est super compliqué parce que tous ces groupes sont pas distincts et ils se recoupent un peu tout. Mais bref, on se rejoint au niveau des inspirations philosophiques. Et dans sa chaîne, en fait, je pense qu'il fait un travail super important de rendre tangible, de montrer ce que c'est, par exemple, d'avoir des gros débats très techniques sur l'éthique, notamment. Mais il va parler aussi d'autres sujets. Et en fait, probablement qu'il y a ça aussi dans les cours à la fac, c'est sûr, et au lycée. Mais lui, je pense que c'est super important ce qu'il fait à ce niveau-là. Et donc lui, il est plutôt... Donc il a fait plusieurs vidéos sur l'utilitarisme, etc. Et tu voulais savoir ce que c'était. En gros, il y a 2 courants. Enfin, normalement, ça, c'est la façon, en fait, en standard, mais pas en France, de présenter les choses. Pas en France partout, en tout cas. C'est de présenter la morale, la philosophie morale, comme ayant deux grands courants qui s'opposent, en fait. Pour l'un, la morale va se... comment dire Quelle heure il est? Prends ton temps, t'inquiète pas. Il est T'as 21h13, c'est le temps. beaucoup trop tard pour un cours. Sinon, on En parle gros, d'autre chose. je vais caricaturer parce que j'ai peur de dire n'importe quoi, mais bref. Sont les conséquences, donc selon le grand courant à gauche, on va dire, qui s'appelle le conséquentialisme. C'est les conséquences de nos actions qui rendent nos actions bonnes ou mauvaises, pour le dire simplement. Et à droite, il va y avoir le déontologisme, qui n'a rien à voir avec la déontologie des médecins. Ce sont les mêmes mots, mais ils ne veulent pas dire la même chose. Ce n'est pas la même chose, bref. Je ne sais pas pourquoi ça va être pareil. Le déontologisme, c'est en gros Kant et certains autres auteurs. Donc Kant, vous connaissez bien, parce qu'en France, on adore Kant. Et là, c'est plus l'idée que la morale, elle vient du fait qu'on a tous des droits, une dignité, et elle vient aussi de la raison. Bref, c'est beaucoup plus compliqué, mais en tout cas, elle s'oppose à l'idée que les actions sont bonnes ou mauvaises par rapport à leurs conséquences. Elles sont bonnes ou mauvaises en soi, selon Kant. Voilà. Moi, j'ai caricaturé à fond, et souvent, quand on présente ça aux étudiants, « Ah, mais c'est complètement contre-intuitif, etc. » Alors qu'en fait, finalement, en France, on ne va jamais présenter... J'ai l'impression qu'on ne va pas présenter cette double structure. On va écarter le conséquentialisme, puisque en fait, ce sont surtout des auteurs, sont des Britanniques qui ont écrit sur ce sujet-là. Donc John Stuart Mill, par exemple, Bentham. Et on va surtout parler de Kant et d'autres philosophes moraux, il y en a plein. Et donc je trouve ça un peu dommage. En plus, j'ai l'impression qu'on diabolise. Donc il y a par exemple... je me souviens parce que j'avais fait un cours d'éthique animale, et donc j'avais voulu ne pas présenter, parce qu'il faut savoir que l'éthique animale était un courant surtout utilitariste. Ce sont des utilitaristes qui défendent l'éthique animale. Je veux dire, Kant, il s'en fout des animaux. Enfin, rien à faire. Déjà, il s'en fout des gens qui ne sont pas blancs et qui ne sont pas des hommes. Donc, passons. Donc, voilà. Bref, et donc... Par exemple, il y a des intellectuels français, dont mon homonyme, Luc Ferry, qui a écrit sur le sujet et qui dit l'éthique animale, les utilitaristes, tout ça, c'est n'importe quoi. Bref, je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais qu'en gros, il y a vraiment l'idée qu'en France, les utilitaristes, c'est des crétins, ou alors c'est des gens extrêmement mauvais, ce sont des gens de droite, ce sont des... Probablement que... Parce que toi, tu t'appelles quand même le bolchevique. Donc, probablement que tu as peut-être entendu du mal de l'utilitarisme qui serait lié au marché, ou je ne sais pas trop, etc. Mais il faut quand même savoir qu'au début, ce sont des considérations, enfin, c'est de la philosophie morale, et il y a des choses super intéressantes en philo morale, et je trouve ça super dommage qu'on ne lise pas plus ces auteurs-là au lycée et après, parce que déjà, ils sont super intuitifs, qui nous apportent des choses comme l'éthique animale, l'éthique féministe aussi. Donc, c'est un peu dommage de les mettre à... Je sais pas si les gens veulent que j'en dise plus sur 1000, parce qu'en ce moment, j'aime bien. Ah ben vas-y, hein, c'est ton live aussi. Alors du coup, Luc Ferry, c'est un pignouf. parce que la différence entre le truc kantien, je vois bien, c'est le truc un peu absolu, c'est-à-dire
genre mentir c'est mal tout le temps, quoi. Genre, Ouais. en gros, c'est un petit peu ça, en caricaturant. Même si c'est pour sauver quelqu'un, faut pas mentir, c'est pas bien. Ouais. Et alors, par contre, ce que je saisis peut-être moins, c'est la différence entre utilitariste et conséquentialiste. Ah, en fait, l'utilitarisme, c'est juste l'approche la principale dans les approches conséquentialistes. Mais je veux dire, le terme est juste plus général, conséquentialiste. D'accord, Parce que ok, les d'accord, c'est pour ça que je utilitaristes comprenais vont pas. penser Ok. que définir le. Mais il y a d'autres approches conséquentialistes qui ne vont pas définir le bon comme étant l'utile. C'est tout simplement ça. Ah, ok, d'accord. Ah, très bien, ok. Bah, ça devait Faut pas être penser dans. à une sorte d'arbre et tu vois, tu as le conséquentialisme, le déontologisme, et puis après tu as l'utilitarisme, puis tu as d'autres approches. Là, j'ai rien en tête, mais bon, voilà, tu as d'autres approches. Et à chaque fois comme ça. Et en fait, tu as d'autres approches en dehors de ces deux. Et en gros, c'est les approches principales. Ok. Ouais. Bah, pour les gens qui suivent la chaîne dans le syndrome Magnéto, quand on faisait le truc du tramway, j'imagine que c'est un peu c'est un peu lié à ça, c'est-à-dire que dans ce fameux dilemme du tramway là que tout le monde ressort tout le temps, c'est le fait de renvoyer volontairement sur une voie un wagon qui va écraser quelqu'un pour pas qu'il écrase 5 personnes qu'il allait écraser à la base. Ça, c'est une logique conséquentialiste. C'est-à-dire que ton raisonnement, c'est tu tues quelqu'un, mais tu t'en sauves 5, donc c'est bon, t'as fait une bonne action, quoi. Et oui. Tu verras dans The Good Place, il y a un épisode là-dessus. Oui, mais en fait, j'ai pas vu l'épisode, mais je me le suis spoilé parce que dans la vidéo, j'ai mis des extraits. Parce que pour illustrer le truc du tramway, je suis tombé dessus. Et du coup, le dilemme du tramway que l'on doit à une philosophe, une femme, qui s'appelle Philippa Foot. Voilà, on va le dire. Comme un foot. Mais c'est vrai que c'est un des trucs les plus. Enfin, c'est vrai qu'on le ressort tout le temps, mais c'est tellement un des trucs les plus simples, je trouve, pour comprendre. Enfin, ça marche vachement bien, quoi. Tu te mets tout de suite dans le. En plus, tu peux modifier un petit peu les paramètres et tout, ça devient. C'est un cas très très intéressant. Et du coup, pour le relier ça à la médecine, est-ce qu'en fait, il n'y a pas un problème, pareil, un peu intuitif, qui est que, en fait, tous les raisonnements qui vont consister à dire, surtout à grande échelle, euh, on va faire ce truc qui paraît très très froid et pas du tout sympa, parce que le résultat, c'est que ça va sauver des vies, ou en tout cas, ça va sauver C'est plutôt plus de sympa. monde. Ouais. Oui, c'est bien, mais en fait, tu vois, tu as toujours cette première étape qui est oui, mais en fait, le truc que tu proposes va paraître très très froid et très peu empathique, justement, par exemple. Et du coup, ça donne à des logiques un peu conséquentialistes cette image peut-être de trucs très chiffrés, en fait. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? C'est concret. Mais le concret, c'est sensuel, donc c'est bien. Ah, mais moi, je suis d'accord. Mais tu sais, Non, non, mais je suis complètement d'accord. Mais Non, je sais, non, je comprends, mais ouais, c'est souvent. Il y a un peu de ça, hein, mais je veux dire, c'est. Enfin, vas-y, continue. Non, non, mais justement, enfin, tu vois, est-ce que je me dis que psychologiquement, c'est ça qui fait que c'est des fois difficilement acceptable comme philosophie, plus qu'un truc un peu facile qui est de dire, tu vois, si tu veux l'illustrer. Je pense que c'est aussi mal connu. Enfin, je pense que c'est souvent mal connu et caricaturé. Enfin, je veux dire. En France, je sais pas, moi, j'ai lu John Stuart Mill quand j'étais à la fac en option anglais. Donc en fait, ça n'était jamais apparu dans toute mes scolarités en philosophie. Alors que Kant, j'en avais bouffé des kilos et j'ai lu des trucs horribles. Donc, enfin, Kant, c'est vrai. Par exemple, dans l'Anthropologie, qui est un livre de Kant, il explique que tout dîner doit être composé de, je sais plus combien de personnes, j'ai oublié le nombre d'anges, un truc comme ça, bref. Et que, voilà, au bout d'un moment, faire des blagues dans la conversation, parce que sinon les femmes vont pas pouvoir suivre. Bref, il y a plein de choses comme ça, tu vois, qu'on lit quand on étudie la philosophie, mais John Stuart Mill, pas trop, tu vois. Alors qu'il y a des choses géniales. Donc John Stuart Mill, qui a été précurseur, en fait, de la défense de la condition des femmes au XIXe siècle, qui a... Enfin bref, plein de choses que les gens ne savent pas et qui peuvent pas leur aider à donner une image un peu plus positive de ce courant. Moi, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est souvent très caricaturé. C'est parce qu'on n'aime pas, je pense qu'on n'aime pas les Américains, on n'aime pas les Anglais, je sais pas, je comprends pas.
Non, mais alors là, pour le coup, moi, je suis prêt à défendre que même, tu vois, culturellement, dans les Américains et les Anglais, ils ont aussi du mal avec ça. Tu vois, genre Ah, tu vois, ces gens, là, par exemple, depuis tout à oui, l'heure, c'est vrai. j'essaie de trouver des exemples. En fait, je ne trouve pas d'exemple logique, on va dire, conséquentialiste dans un truc de culture populaire où, en Non, fait, non, ils le sont où pas la première vraiment. réaction, c'est un truc de connard. Tu vois, c'est genre, en fait, c'est vraiment genre, tu sais, je sais plus, dans Avengers, tu sais, t'as genre, il y a un moment comme ça où genre, c'est Tony Stark qui va proposer un truc, mais ça va pas parce que ça va faire des morts, ou je sais plus exactement, j'ai plus l'exemple en tête, et t'as Captain Ouais, America non. et qui lui répond, il y a toujours une autre solution. Et tu sais, tu sais, ce truc hyper vertueux nul, tu vois, qui est mis en Non, avant. mais ils sont pas du tout. Ouais, comment ça s'appelle Ouais, c'est dans. Je suis un peu- Ça m'a choqué, c'est dans. Ça s'appelle Infinity Wars, le dernier, non? Et tu sais, il ramène 50% de la population. Non, il ramène des gens, il les Oui, sauve. Désolé, j'ai spoilé. Il sauve oui, tout le bon, ça monde. tout le monde le sait, Et hein. en fait, ils réalisent pas que, tu vois, l'économie, elle s'est effondrée et tout le monde va crever, en fait. C'est horrible. Oui, oui, non, mais Il a pas trop de ça fonctionne réflexion pas sur leur les truc. conséquences des actions dans les films de super-héros. C'est on fait le bien et tant pis, le monde va s'écrouler. Dans Snowpiercer, à la fin aussi, c'est typiquement une réflexion un peu non conséquentialiste. Tu vois le Ouais, 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 film? ouais, ouais. On va peut-être pas trop spoiler là, parce que c'est vraiment le twist, mais je vois tout à fait ce que Bah, tu veux c'est dire. pas vraiment le twist, mais en gros, c'est il y a plus qu'une petite portion de l'humanité qui survit. Et la décision morale, enfin, grâce à des horreurs, euh, quelques horreurs. Et bon, et la décision du film, tu vois, elle est très claire. Ouais, il faut arrêter ce bazar et tant pis, mais au moins on commettra pas des horreurs. Ouais, oui, carrément, il y a ça. Et même, tu vois, c'est un truc trop con, mais genre, hier, je regardais un Mission Impossible, et dès le début, il a un truc où, en fait, il y a des terroristes qui vont choper je sais plus, des bombes de plutonium, ils peuvent pour tout faire péter. Et en fait, il a le choix de se barrer avec le truc pour pas qu'il mette la main dessus, ou sauver son collègue. Et en fait, globalement, il a le choix entre sauver son collègue et faire des millions de morts. Et Et il choisit risquer de quoi? faire des millions de morts. Et en fait, il choisit d'essayer de sauver son collègue. Et Hmm. alors, évidemment, comme c'est un film américain, spoiler, hein, il n'y a pas des millions de morts. Parce qu'en réalité, il paye jamais vraiment la conséquence de ce qu'il a fait. Parce que Hmm. parce que c'est un héros. Mais en fait, c'est souvent. En fait, est-ce que c'est pas un problème aussi de définition de la morale? Là, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer là-dessus. Qui est que j'ai l'impression que quand on parle de morale, en fait, c'est Ah, le moral égale le bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la position vertueuse, c'est la position morale, et la position utilitariste n'est même pas une position morale, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est perçu comme une position immorale ou amorale, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours enfin, la logique du méchant ou de quelqu'un qui va être prêt à sacrifier des gens ou, pour le bien suprême, etc. Tu vois, c'est même pas perçu comme une morale alternative, c'est perçu comme amoral, quoi. hmm. Euh, c'est horrible. Désolé. Bon, il faut faire des fictions utilitaristes là, parce que Bah oui. Oui, mais tu vois, justement, Monsieur Phi, ses vidéos, elles sont très claires parce qu'il le présente comme un choix moral, voire même il défend l'idée que c'est le choix, enfin, c'est une morale, c'est des alternatives dans la morale, et il défend même l'idée qu'elle serait meilleure. Mais tu vois, mais en gros, ce que je peux dire, c'est qu'il y a aussi, donc j'ai parlé du conscientiste, enfin bref, de l'opposition entre les deux ismes, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'éthique des vertus et tout ce qui est éthique un peu en philosophie antique. Et je pense qu'il y a surtout, probablement en France, il y a aussi, enfin, ces éthiques-là, elles ont une place très importante. C'est l'idée que l'éthique, c'est aussi être juste une bonne personne. Donc c'est pas bien agir, c'est être une bonne personne, parce que c'est pas forcément la même chose. Bref, il y a une sorte de, on se concentre sur celui qui agit, et pas vraiment pas vraiment sur ses actions et comment il choisit ses actions. Enfin, il décide de faire. Ah, je sais plus parler. Bref, vous avez compris. Euh, et donc, c'est sûr que dans tout ce qui va être fiction, c'est beaucoup plus intéressant enfin, je veux dire, de s'intéresser aux personnages et à leur éthique, à leur vertu, en quel sens ils sont une bonne ou une mauvaise personne. Et on va pas trop s'intéresser, enfin, sauf quand il y a des dilemmes, on va pas trop s'intéresser à leurs décisions et à comment ils la prennent.
Et après, il y a toute la question des émotions qui sont beaucoup plus vendeuses. Et aux États-Unis, de toute façon, je pense que c'est encore pire qu'en France. Le côté super émotionnel, il faut toujours prendre des décisions parce que on est super ému dans un sens ou dans un autre. Mais non, c'est probablement à cause de ça. Enfin, je veux dire, l'éthique, c'est donc les actions. Est-ce que ces actions sont bonnes ou mauvaises? Prendre des décisions. Mais c'est aussi donc au sens de nous, de nos caractères, de nos vertus. Enfin, je veux dire, il y a aussi cette haute tradition qui serait peut-être présentée en troisième partie d'un cours d'éthique, par exemple. En troisième partie d'un cours d'éthique. Seulement en troisième partie. Non, en fait, je sais pas. C'est juste que moi, je suis vendue. Non, je sais pas. Moi, je le ferai après, ouais. Et après, je ferai de la métaéthique. Non, c'est pas. C'est quoi de la métaéthique? Ça serait quoi? Ça se présenterait comment? C'est une réflexion sur le discours éthique. Oui, d'accord, ok. Au sens où tu présentes le discours éthique et après tu fais un discours sur le discours. Ok. Pure méta. Attends. Je crois que je caricature un peu le truc. C'est pas exactement ça, mais en tout cas, vous tapez métaéthique. J'ai oublié. Et là, il nous reste 30 minutes. Est-ce que... En fait, j'avais des questions sur un truc très spécifique, mais en fait, c'est lié à ce qu'on vient de dire. C'est Il y a quelqu'un qui a mieux défini l'éthique de la vertu. On devient bon en s'habituant à faire des bonnes choses. On devient bon en s'habituant à faire des bonnes choses. C'est l'éthique de la vertu. Ok. Ça c'est chez les Grecs, chez les Romains, bref. Ok. Mais tu vois, dans les exemples de trucs justement qui jouent pas émotionnellement dans le camp d'une démarche conséquentialiste, par exemple, c'est par exemple tout le truc sur l'empathie. Ouais. Tu vois, justement parce que ça c'est est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu ça? J'avais renvoyé vers la vidéo de Léo, Monsieur Phi en a parlé aussi. Et tu vois, justement, pour moi c'est lié à la discussion parce que arriver et dire en fait, l'empathie, c'est peut-être pas une très bonne façon de prendre des décisions, en tout cas à certains niveaux. Et ben voilà, Against Empathy, tu vois, le titre, déjà, c'est presque du troll, en fait. Tu vois, parce que tu sais très bien que tu passes vachement plus pour le méchant directement, en fait. Le sous-titre. The Case for Rational Compassion. Ouais, voilà, ça c'est très bien. Oui, mais justement, tu vois, t'es obligé de partir d'un présupposé qui est compliqué, qui est, attention, en fait, l'empathie, c'est pas si ouf que ça, pour aller vers un truc qui est complètement bienveillant et complètement moral. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Paul Bloom, il a écrit sur les bébés. Just Babies. Just Babies. Ah bah, ça allait bien, alors. Bah oui, il a écrit sur les bébés, il a un cœur. Et les petits chats, aussi. Mais il est gelé, c'est vrai. C'est vrai que c'est gelé. Oui, bah en fait, donc le livre est super bien pour ceux qui peuvent lire l'anglais. Et la vidéo aussi de Léo, j'allais l'appeler Lé, oh là là, non. Léo est super bien. Donc c'est drôle parce que du coup, moi j'ai écrit sur ça à la fin de j'ai écrit la fin de ma thèse sur ça. Et du coup, il y a déjà quelqu'un qui a fait une super vidéo de vulgarisation. Cette personne est super connue. Donc, j'ai même pas besoin, en fait, de faire de vulgarisation à ce sujet. Alors, par contre, pour la retrouver... Attends, je vais vous la poster, parce qu'il a mis un nom à la con putaclic, comme il fait d'habitude, mais on lui jette pas la pierre. Réparer l'humanité, ou un truc comme ça, là. Non, en plus, il change les titres, parce qu'il est vraiment putaclic, Léo. Et... non, mais... Il le prendra pas mal, il sait très bien ce que l'Afghanistan, non. Compatir avec un taliban, ça s'appelle parce que du coup, dans son titre... il utilise compassion et empathie de la même façon. Alors, comment je pourrais faire de façon un peu rapide tout ça? Oui, en fait, donc le pitch de Paul Bloom, puisque c'est la vidéo de Léo, très inspirée de ce livre, et moi aussi, dans la fin de ma thèse, je m'inspire de ça. Mais il n'y a pas que lui, il y a un autre article d'un philosophe qui s'appelle Against Empathy, le philosophe qui s'appelle Jesse Prince, qui a les cheveux bleus, qui avait les cheveux bleus, précisé. Et donc bref, les deux articles l'article et le livre sont assez différents, mais en gros, c'est l'idée que l'empathie, ça paraît super bien. En fait, l'empathie, c'est une vertu. On a l'impression de dire, si on entend quelqu'un, Juliette, elle n'a aucune empathie, en fait.
c'est clairement une critique. On est clairement en train de dire que je suis une mauvaise personne. Donc voilà, donc ça paraît évident. Et que si on dit qu'on critique l'empathie, qu'on est contre l'empathie ou que sais-je, en fait, on a l'impression de défendre un truc super provocateur et dangereux. Et moi, d'ailleurs, je voudrais préciser que j'ai eu un peu le même problème parce que dans ma thèse, j'ai étudié l'humanisme en médecine et j'ai critiqué l'humanisme en médecine. Et donc, c'est un peu la même chose. En gros, j'ai eu un peu le même problème que Paul. J'essaie d'expliquer pourquoi il est contre l'empathie. Tout de suite, enfin, moi, je l'ai vraiment eu. J'avais fait une petite vidéo sur le site de la Sorbonne, des vidéos qui font des doctorants qui expliquent leur sujet. Moi, tout de suite, vous êtes Mengele. Donc voilà, ça c'est fait. Et en fait, d'ailleurs, le point Godwin, il n'est pas assez absurde, donc déjà parce que l'éthique médicale, comme je l'ai dit, est née un peu de tout ça, mais aussi il y a des gens qui ont écrit des livres sur l'Holocauste et qui ont dit que, par exemple, si des médecins nazis avaient éprouvé de l'empathie, peut-être qu'en fait, ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait, ils devaient probablement avoir un problème, tu vois, et ils ne ressentaient pas les émotions. Et pourquoi on a l'impression que c'est naturel? Parce que l'empathie, le fait de ressentir les émotions d'autrui, on se dit que si je ressens la souffrance d'autrui, j'ai envie qu'elle s'arrête, donc je fais en sorte que la personne ne souffre. Ça paraît être un bon argument. Et ce que Paul Bloom montre, donc c'est un psychologue, mais en fait, il y a aussi beaucoup de réflexions morales dans le livre, notamment ces réflexions vont aller vers l'utilitarisme après, montre qu'en fait, souvent, c'est qu'on a montré empiriquement que quand on utilise l'empathie émotionnelle, le fait de ressentir les émotions d'autrui et de se mettre à sa place, ça va pas forcément avoir des conséquences aussi simples que je vais faire en sorte que la personne arrête de souffrir. Et donc, et à la fin du livre, on se dit « Ah, mais c'est horrible en fait, l'empathie ». Mais je vous jure, c'est super bien argumenté et super bien écrit. Alors pourquoi c'est si horrible que ça? Attends, avant de dire pourquoi c'est horrible, je devrais préciser qu'il faut faire des distinctions. Voilà, ce que j'allais te demander, parce que j'avais noté empathie en soulignant J'étais le partie S. dessus, puis après j'ai oublié. Ouais. Parce qu'en fait, il fait un peu pareil, Léo, dans sa vidéo, il mélange un peu, et après il distingue. Mais en gros, l'empathie que Paul Bloom n'aime pas, entre guillemets, c'est l'empathie émotionnelle. Et ça, c'est juste le fait de ressentir les émotions, de se mettre à sa place, de se mettre dans les chaussures de l'autre, comme on dit en anglais, etc. Et ça, il faut le distinguer de l'empathie cognitive, c'est juste le fait de savoir ce à quoi l'autre pense. Donc, par exemple, je vois une enfant qui hurle et qui pleure dans la rue. Je peux comprendre intellectuellement qu'elle est en train de souffrir ou de paniquer ou de mal. Ça ne veut pas forcément dire que je vais essayer de me représenter cette souffrance et que je vais moi-même pleurer, ou voilà. Et ensuite, il va y avoir la compassion. Donc, ça, c'est vraiment comment dire, c'est vraiment les distinctions que l'on donne, que les philosophes et les psychologues donnent. Mais je pense que dans le langage ordinaire français, c'est pas exactement ça. C'est pas vraiment dans ce sens-là qu'on utilise les mots, mais c'est juste un choix sémantique. Voilà. Vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez d'autre. Mais il faut se mettre d'accord sur les mots pour ensuite dire des choses dessus. Et donc, la compassion, ça va pas être l'empathie émotionnelle, ça va simplement être le fait de se soucier du bien-être d'autrui. Donc, je vois la petite fille par terre en train de pleurer, et je me dis « Ah mince, il faut que je l'aide ». Peut-être, tu vois, froncer les sourcils parce que je m'inquiète pour elle, mais je vais pas me mettre à sa place et me dire « Oh mon Dieu !» Je vais pas faire ça. Donc, c'est pas de l'empathie émotionnelle que je vais avoir pour cette petite fille et qui va me pousser à l'aider. Donc, ce qu'il faut déjà noter, c'est qu'on n'a pas besoin d'empathie émotionnelle pour faire de bonnes actions. Voilà. Ensuite, pourquoi l'empathie émotionnelle? Donc, c'est ça que Paul Bloom critique. Pourquoi elle est problématique? Donc, il montre, à partir de certains de ses travaux et à partir des travaux d'autres collègues, que l'empathie émotionnelle est biaisée de plusieurs façons. Et en fait, c'est lié à ce que ça veut dire en fait de ressentir les émotions d'autrui. On peut pas regarder, par exemple, là, je peux pas regarder le personnage live et me mettre à la place de chacune personne et de ressentir à chaque fois leurs émotions. Impossible
émotionnellement Alors attends, ou juste une petite cognitivement seconde. d'ailleurs. Est-ce que je peux juste couper et te rappeler parce qu'il y a des petites coupures son et ça a tendance à relancer quand on fait ça. C'est déjà arrivé. Juste pour une seconde. Ok. Excuse-moi. J'imagine que vous aviez les coupures aussi. Je relance juste l'appel. Et j'avais coupé mon micro aussi. Est-ce que tu es tu es de retour pour nous jouer de mauvais Oui, je suis en tours? train de lire le chat. Voilà. Excuse-moi, je fais ça direct parce que je sais que sinon ça va continuer à couper de temps en temps la voix et ça. Ouais, il y avait des mots qui sautaient, c'est bien ce qui me semblait. Ok, normalement c'est mieux comme ça. Ok. Il y a Peignoir Mine qui dit qu'il a toujours trop d'empathie émotionnelle et que c'est vraiment chiant au quotidien. Et je suis totalement comme lui. Ouais. Et en fait, ça fait partie d'un des points que Léo fait dans sa vidéo et que moi aussi je fais dans ma thèse et que Pab aussi fait. Mais peut-être que je vais revenir après. Mais j'étais en train de me dire pourquoi c'est pas bien l'empathie. Donc on peut pas le ressentir pour plusieurs personnes. Et en fait, c'est montrer que si on est présenté avec plus d'une personne, on va avoir moins d'empathie. Donc plus le nombre, en gros, plus il y a de personnes impliquées dans quelque chose, moins on va avoir d'empathie pour eux. Et Léo, donc, dans sa vidéo, il va vraiment parler, tu vois, tout ce qui va être attentat ou ce genre de choses qui vont plus choquer, qui vont plus déclencher des émotions que d'autres événements qui ont plus de morts. Voilà, donc lui il parle de ça, mais voilà. On peut aussi penser au simple fait que donc il y a la médecine au sens du médecin tout seul devant. Il va aussi avoir des décisions de santé publique qui vont prendre en plein d'individus. Dans ce cas-là, ça va vraiment servir à rien au niveau politique de se mettre à la place de chaque individu. Ensuite, les autres biais, c'est que en gros, l'empathie émotionnelle, elle va être orientée, elle va se déclencher entre guillemets plus pour des gens qui nous ressemblent. Donc ça aussi, Léo en parle dans sa vidéo. Donc, plus les personnes sont de notre groupe social, de notre race, de notre culture, de notre genre peut-être, plus en fait on va avoir tendance à avoir de l'empathie, sur notre famille par exemple, on va avoir de l'empathie beaucoup pour notre famille, pour nos amis, etc. etc. Donc ça évidemment c'est un problème si l'empathie émotionnelle est votre seul curseur éthique, en fait ça va être totalement biaisé quoi. Vous allez aller du côté où vous voulez déjà aller, en gros. Je me permets juste pour abonder dans ton sens, quelqu'un disait tout à l'heure sur le chat, parlait de par exemple, cette histoire de syndrome méditerranéen et du fait que, par exemple, les personnes issues de l'immigration méditerranéenne étaient perçues Ouais. différemment et leur souffrance était perçue différemment par les médecins, etc. Et justement, que l'empathie était à géométrie variable et que du coup, c'était pas un très bon critère. Et je précise même pour le chat de gauchistes qu'il n'y a pas de corrélation, alors que ça a pu être pensé, notamment à gauche, entre le fait d'avoir des idées progressistes ou des idées de gauche et avoir plus d'empathie. N'est absolument pas corrélé. En revanche, ce qui est corrélé, c'est que c'est vers quel groupe va être le plus développé l'empathie des personnes. Et alors, ça, c'est corrélé à leur façon de voter, notamment. Ça, c'est rigolo que tu en parles, parce que du coup, ce que j'ai fait dans ma thèse, c'est que je me suis intéressée à à la façon dont on mesurait l'empathie. Justement, là, tu es en train de parler d'études où on a essayé de faire des corrélations. Et très probablement qu'on a utilisé des mesures de faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces mesures d'empathie, j'ai pas envie de dire qu'elles sont bidons, mais elles ont beaucoup, beaucoup de limites. Notamment parce qu'elles mélangent l'empathie émotionnelle, l'empathie cognitive, la compassion, la gentillesse, et plein d'autres trucs. Et donc, moi, au début, je voulais regarder c'est souvent des questionnaires aussi, donc c'est déclaratif. Voilà. Et il y a aussi des trucs, ça t'intéresserait, mais. Et je suis allée voir, au début, je voulais aller voir pour chaque questionnaire comment ça se faisait, comment c'était fait, etc. Et en fait, il y avait déjà de la littérature qui agglomérait tout ça, donc j'ai pu faire ça assez rapidement. Sur un sujet précis qui était, il y a un mythe à propos des étudiants en médecine, ils seraient beaucoup moins empathiques après leurs études de médecine. Et donc ça serait pas bien en fait. Les études médicales, elles seraient horribles parce qu'elles créeraient des petits robots. En gros, il y a un peu ce mythe, tu vois, en médecine. Franchement, tous les mois, il y a des études qui vont sortir là-dessus. Et en fait, pourquoi c'est à prendre avec des pincettes? Et probablement les études dont tu as mentionné, il faudrait probablement les regarder et il y a probablement les mêmes problèmes.
c'est qu'elles définissent pas ce que c'est l'empathie, donc on sait pas ce que ça veut dire. Ça se trouve, c'est la compassion, ça se trouve, c'est la gentillesse, ça se trouve, c'est un peu tout, tu vois? Donc on mesure, mais on sait pas trop ce qu'on mesure, et en plus, c'est déclaratif, et très souvent, on aime bien s'imaginer, être une bonne personne, et donc ce qu'on peut mesurer, ce n'est pas le niveau d'empathie, compassion slash, truc, mais le niveau de croyance qu'on a par rapport à est-ce que ces choses sont des bonnes choses? Je sais pas si tu suis? Donc Ouais, peut-être à si, la fin si, de je leurs études pense. de médecine, les étudiants se disent: «Ouais, super utile», voilà, et donc peut-être effectivement, c'est à ce niveau-là que ça baisse. Et il y a d'autres problèmes, donc pour dire très rapidement, il y a dans les questionnaires, il y a différents pôles, et il y a un pôle en particulier qui est super bizarre, qui m'a interpellée dans mon cas, c'est, et probablement ça serait intéressant pour, il y a un pôle, c'est, la réaction face à et en gros, Pardon, plus tu ça, fais, ça a coupé la réaction face ah à? pardon, face à l'urgence d'une situation. Ok. Et en gros, si tu perds tes moyens dans des situations d'urgence, si tu paniques, alors tu as plus d'empathie dans le test. Tu as plus d'empathie si tu paniques? Voilà, donc ça, sont des questions dans le test qui visent à mesurer est-ce que tu es à l'aise en situation. Et ces questions, si tu réponds que tu n'es pas à l'aise, alors ton score d'empathie, d'ailleurs on remarque que c'est un score, donc ça paraît positif d'en avoir plus, mais ton score d'empathie augmente. Donc évidemment, si à la fin, si on utilise ces tests-là, qui sont un ensemble des tests, tous les tests sont pas comme ça, mais si on utilise ces tests pour dire que les étudiants en médecine ont moins d'empathie, en fait, ça se trouve, c'est bien, parce qu'en fait, ils paniquent moins à la fin de leurs études de médecine, ça paraît plutôt positif. Et en plus, notons que, de toute façon, ça n'a rien à voir avec l'empathie. Le fait de paniquer ou pas, je veux dire, c'est un exemple que Paul Bloom prend, si votre robinet, tu vois, explose et qu'il y a de l'eau partout et que vous êtes en panique, ça n'a rien à voir, en fait, avec le fait d'avoir de l'émotion pour, bref, vous avez compris. Et il y a un autre pôle qui est intéressant, c'est la capacité à imaginer et à se mettre dans des scénarios imaginaires. Ils appellent ça la fantaisie, comme le genre littéraire. Et donc, si tu réponds que oui, souvent, tu t'imagines être un super-héros, oui, souvent, dans le film, tu te mets souvent à la place des personnages, ou tu arrives bien à te les imaginer, etc. Tout ça, ça va augmenter ton score d'empathie. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Il y a aussi le fait d'être à l'aise socialement. Ça va faire monter ton score d'empathie dans ces tests-là. Donc voilà, ce qu'on met, ces mesures-là, en fait, c'est à, C'est à parce prendre avec qu'en des fait, pincettes, c'est ça? bah oui, parce qu'en Ok. fait, moi, le fait de s'imaginer être tout ça n'a pas vraiment rapport avec l'empathie émotionnelle. En elle-même, ni avec les autres d'ailleurs, si on pense ensemble. Donc je sais pas si au niveau politique, mais ouais, enfin bref. Déjà, ça a une conséquence un peu bizarre, qui veut dire que pas du tout être moins bonne moralement, si on dit que le fait d'avoir de l'empathie, c'est être bon. Moi, ça me pose un problème parce que je suis un peu pas très à l'aise socialement. J'ai pas envie qu'on dise que je suis mauvaise. Ok, et du coup, Ça coupe vraiment beaucoup. ouais, ça coupe, mais je sais pas trop d'où ça peut venir. Je peux recouper et relancer, Et mais qu'ils comprennent plus rien. En plus, c'est pas intéressant que je dise. bah oui, c'est très intéressant. C'est pour ça que des fois, je répète ce que je pense que tu as dit, Quand le pour être son est trop sûr. faible, il n'y a pas de son. Il faut que je parle plus fort alors. Ah, c'est peut-être ça. Mais on avait eu le même problème avec Jérémy Perrin quand il était venu. Ça a même niqué mon replay. Mais là, c'est pas le cas a priori. Euh, Ouais, si on Est-ce qu'on essaye comme m'entend ça. mieux là si je parle directement dans le micro super fort? Ouais, on va voir si ça coupe quand même. Si ça se trouve, c'est pas lié au volume. Vas-y, continue. Donc je sais plus ce que je Oh, oh. disais. Bref, prenez les mesures de l'empathie avec pincettes. Et du coup, Regarde. et du coup, par opposition, Ah, ça serait Discord d'après Les euh, options du Discord. d'après d'après Connect. Camille. Ah bah, ouais, mais Skype, j'ai tout le temps des problèmes encore plus, moi, j'ai l'impression. Mais on va voir comme ça pour la fin du Je vais live. parler vraiment juste devant. Ok, Donc si c'est Discord qui essaie de... En fait, je pense parce qu'il détectait si je parle ou pas, ou un truc comme ça. Et donc si je parle pas assez fort, on me détecte pas. peut-être. Ouais, je sais pas comment changer les options.
Si sa réduction de bruit Discord est activée, ça coupe les sons assez souvent. Ah, d'accord. Donc c'est peut-être tes options de détection de voix, alors. Non, mais Alors, si t'es assez suppression près, ça devrait le faire. du bruit, je l'ai pas activé. Ok, Élimine le bruit de fond de ton micro. Je l'ai pas activé. c'est pas ça. Mais Alors, écoute, désolée, je sais que c'est super pénible non, d'avoir c'est pas ta un faute, son hein. qui... C'est pas ta faute. Et en fait, en plus, moi, je connais pas bien. Voix et vidéo. Détection de la voix. Attends, je le déconnecte. On peut pas le détecter? Ah, Oui, mais après, faut que tu t'es en push to talk, donc faut que tu appuies sur un bouton dans ce cas-là pour parler. quel bouton? Ça me Eh ben, dérange pas. justement, tu peux choisir en dessous normalement. En dessous, ça te propose un avec en fait le push to talk. En fait, tu choisis un bouton, espace, contrôle, ce que tu veux, que tu maintiens appuyé pour qu'on t'entende. Mais sinon, effectivement, quand tu parlais près, ça avait l'air de pas couper. Ok, on va faire ça. Parce que malheureusement, j'ai un problème, je ne parle pas assez fort. Désolée, j'étais en train de lire ce que disait Discord et c'était drôle. Comment je fais pour revenir? Ok, je vais parler plus fort, excusez-moi, mais comme je suis toute seule chez moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas que je parle fort. Ok. Je fais l'inverse des grand-mères, tu sais, qui crient dans le téléphone. Ok. C'est pas sexiste ce que je dis, désolée. Bref. Oui, en fait, pour revenir à ce que disait Peignoir Man dans le chat, un des autres défauts de l'empathie, malheureusement, c'est que ça... En tout cas, l'empathie émotionnelle, puisqu'on est toujours en train d'essayer de ressentir ce que ressent l'autre, c'est que dans le cadre de la médecine, ça va être surtout ressentir des souffrances, ressentir des choses, pas cool. Bref, et du coup, il y a vraiment, des études qui montrent qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'épuisement émotionnel. Donc ça, c'est assez bien connu des médecins. Donc voilà. Et ce que je dis moi à la fin de ma thèse, c'est que donc il y a tous ces problèmes-là, mais qu'en plus, à force de mettre cette pression sur les médecins, soyez plus empathiques et cetera. En fait, on oublie on oublie des considérations politiques et sociales sur leurs conditions de travail, en fait. Parce que, être sympa ou pas en tant que médecin, ça dépend aussi de est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a tout pour, bien faire son travail, quoi? Oui, il y aura toujours des connards, et des bonnes personnes, mais ça, on peut pas vraiment contrôler et il faut juste, donner les bonnes conditions, de travail et espérer, pour le mieux, quoi. Mais que la culpabilisation sur l'émotion, en fait, elle est vraiment pas productive et ça, c'est la minute un peu féministe, mais c'est que le phénomène d'épuisement, émotionnel, il serait plus souvent, retrouvé chez les femmes, heu et donc du coup, c'est pas très juste. Oui, et effectivement, bah, Dr House, ça te plairait parce que lui, il a justement son discours, c'est mais en fait, qu'est-ce que ça peut vous foutre que j'ai de l'empathie pour vous, vous voulez que je vous soigne en fait. Et il a vachement un Non, discours comme ça, tu vois. C'est non, mais de du coup, moi, à ce niveau-là, je l'aime bien, Dr House, mais s'il respectait aussi, s'il prenait pas ses patients pour des idiots, ça serait mieux. Ah oui, clairement, ouais. Et oui, mais du coup, la question, si j'ai bien compris, enfin en tout cas dans la vidéo de Léo où il aborde justement cette histoire de compassion, l'idée c'est pas de se priver d'empathie, c'est de se baser plutôt sur une compassion qui serait quoi? C'est comment définir simplement? Ce serait quelque chose de plus actif en fait. Donc tu veux dire ce que Paul Bloom défend à la place de l'empathie? Oui, voilà, c'est ça. Bah, en fait, du coup, c'est un peu ambigu. Enfin, parce qu'il explique dans son livre qu'il y aurait ce qu'il appelle la compassion rationnelle, enfin bref, la compassion, qui serait pas l'empathie, mais qui serait un petit peu émotionnelle. Donc ça serait il dit que c'est un froncement de sourcils et que ça serait, donc on n'essaye pas de ressentir ce que l'autre ressent, mais on on dire, on voit la personne et peu importe ce qui lui arrive, on lui veut du bien. Donc il y a une sorte un petit côté actif dans ce sens-là et apparemment au niveau vraiment scientifique, il y aurait une différence, dans le cerveau à ce niveau-là. Donc ça, je sais pas trop, heu et il mêle ça, cette idée de simple de compassion, voilà, il faut être bien disposé, et vouloir le bien de la personne. Il mêle ça avec l'idée qu'il faut aussi avoir une réflexion éthique rationnelle et lui, il pense plutôt à des réflexions, utilitaristes. Voilà.
Du coup, parce que là, la vidéo de Léo, elle est pas mal parce que Paul Bloom en parle aussi. Il parle pas que de médecine. Il parle beaucoup d'humanitaire, de travail humanitaire et c'est justement un champ où, tout ce qui va être, émotionnel, décidé comme ça, de façon intuitive et sur le coup, ça va parfois, avoir des effets totalement contre-productifs et des effets négatifs sur, les populations qu'on essaye d'aider. Et au contraire, une réflexion plus, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui va mieux marcher? Comment utiliser l'argent qu'on a récolté? Voilà, avoir une réflexion un peu, rationnelle sur ces questions sera plus utile et fera plus de bien, au sens où sauvera plus de vies, soignera plus de personnes et cetera et cetera. Ouais, tu vois, ça me fait vachement penser à... aux États-Unis, ils ont vachement ce débat-là sur... mais on a un peu ça en France, vous savez, le truc de... t'as une photo d'une petite fille malade ah là là, elle se bat contre, j'en sais rien, le cancer, tu vois. Faut l'aider et tout, machin, elle a une maladie rare et tout. Et en fait, hop, Mmh. ça fait... tu partages sur Facebook et tu vois la petite fille, tu es triste et tu veux que les gens te donnent de l'argent, etc. Et en fait, c'est hyper mis en avant, notamment dans les médias américains, ce genre de truc. Mmh. Mais pas que pour la santé d'ailleurs, hein, c'est vraiment. Mais tu vois, genre, ouais, Ouais, le pour gamin qui plein de va vendre de choses. la limonade parce que son père il peut pas payer sa chimio, tu vois. Et en fait, c'est terrible parce que en fait, c'est mis en avant comme étant des actes super bons. Et regardez, les gens leur ont donné plein de thunes et tout. Sauf qu'en fait, le problème, c'est leur système de santé. Et en fait, des gamines comme ça ou des petits garçons dont le papa peut pas payer sa chimiothérapie, il y en a des millions en fait. Bah oui. Ou des centaines de milliers, enfin selon les cas. Et en fait, du coup, tu penses tout de suite plus à regarder comme l'humanité est belle, ils ont sauvé cette petite fille, plutôt que de te Mmh. dire, mais en fait, il y en a 10 000 des petites filles comme ça, Ouais, et c'est un problème. ouais. Ouais, c'est un peu ce que je dis à la fin de ma thèse, c'est bien joli, tu vois, de vouloir les meilleurs médecins empathiques, mais si derrière, tu pas les moyens d'aller les voir, en fait, ça sert strictement à rien. Non, mais en plus, il y a vraiment une littérature philosophique, un peu comme ça, sur ce genre de truc émotionnel, compatissant, empathique, tout ça, qui ne pense pas à la problématique, vraiment politique, sociale, voilà, il faut, une assurance maladie, n'importe laquelle, mais il en faut, il faut un système de soins qui fonctionne, enfin, voilà. Il faut injecter de l'argent, enfin, tu vois, des questions un peu pratiques qui sont oubliées. Heu, oui et pour revenir à cette histoire de pub, dans sa vidéo, Léo, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, donc je l'ai bien en tête. Il montre que c'est pas un hasard qu'il y ait qu'un enfant, sur chaque, image. C'est qu'encore une fois, l'empathie, ça marche vraiment bien que s'il y a qu'une personne. Si tu en mets plusieurs, ça marche plus. C'est là qu'il faut plutôt, faire appel à l'abstraction, à la compassion qui reste un peu abstraite et à l'abstraction, avoir un raisonnement, sur, des populations entières. C'est pas pareil que, sur la justice, par exemple, tu vas pas pouvoir avoir une réflexion sur la justice à partir d'une réaction émotionnelle, tu vois? Ça va pas marcher. Et d'ailleurs, là, il nous reste que 5 minutes, mais tu nous as pas expliqué ta thèse. Tu l'as évoqué au début, mais tu nous. Si, là, je l'ai dit. Oui, mais t'as pas donné le sujet exactement. Au début, t'as dit avant de vous présenter ma thèse, et en fait, tu n'es pas revenu dessus. C'était une technique, ouais. Elle Ah, est là. alors, est-ce qu'on Voilà. arrive à lire? Hop, est-ce que tu peux nous lire? J'imagine que c'est très très long comme Attends, sujet de j'arrive pas. thèse. Bref, c'est un peu donc je répète un peu là, mais en gros, dans ma thèse, j'ai C'est le pire truc, je suis en train de te faire ma thèse en 120 secondes, je sais pas quoi, tous ces trucs de merde là. Pardon, en désolé. gros, c'est ce que j'ai expliqué depuis le début, je critique l'humanisme en médecine, sachant que l'humanisme, évidemment, c'est pas bien clair ce que ça veut dire, mais en gros, il y a des approches philosophiques un peu littéraires qui défendent un sorte d'humanisme, qui veut dire plein de choses, mais souvent qui veut dire une approche émotionnelle, empathique, qui se concentre vraiment sur les individus, le rapport patient-médecin et plein de choses très intéressantes, mais qui me semblent ne pas suffire. Donc j'étudie ces approches un peu en propre, mais ensuite j'ai donc, ouais, j'essaie d'expliquer que peu importe, enfin, si vous vous tenez vraiment à l'humanisme, il faut le définir autrement et que ça inclut une réflexion sur le système de soins, sur est-ce qu'il est accessible, est-ce qu'il est bien financé, et est-ce qu'il est efficace? Et donc du coup, ma thèse, elle est un peu utilitariste, il faut le dire. Même Oui. si j'ai pas vraiment osé le dire parce que dans le contexte académique français, un c'est un peu, c'est un peu compliqué.
Et du coup, tu lis la question de l'humanisme comme courant philosophique et justement l'appel à l'empathie et ces choses-là? Parce que du coup, l'humanisme que j'étudie, ça n'a rien à voir avec l'humanisme des Lumières Ah, d'accord. ou le sens historique. C'est vraiment plus l'humain au sens un peu basique du terme. Euh, Parce qu'en anglais, en fait, humanisme, enfin, le mot est beaucoup plus vague, tu vois. La société humanitariste aux États-Unis, c'est une société de défense des animaux, par exemple. Enfin, c'est un terme beaucoup plus vague. Mais on le retrouve aussi en France, souvent quand on parle de l'humanité, il faut remettre de l'humain, tu vois. C'est un peu ce sens-là, vague. Et ça, souvent, c'est associé à des approches qui mettent en avant les émotions, le côté psychologique, le côté très individualiste, et, etc. Donc c'est ça que j'ai critiqué. Trop bien. Trop bien. J'aime quand on critique l'humanisme. Non, mais en fait, je critique tout dans ma thèse. Donc tout le monde me déteste. Voilà. De toute façon, voilà, les philosophes, vous faites rien qu'à triquiter. Non, pas tous, mais moi, il se trouve que ma thèse est comme ça. Avant de se laisser, est-ce que tu veux faire de l'autopromo? Est-ce que déjà t'as un compte Twitter, mais c'est @ferrydanini, je crois, si je dis pas de Oui, c'est bêtises. ça. Voilà. Alors mon nom est toujours difficile à écrire. C'est Ferry comme Luc Ferry, mais ce n'est pas un membre de ma famille. Et Danini, D-A-N-I-N-I, comme un Panini. Vous l'avez en dessous de toute façon. Et est-ce que je sais pas, est-ce que tu veux promouvoir des travaux, une chaîne YouTube, tout, tu faisais pendant un moment Non, ouais, j'ai quelques vidéos rigolotes sur YouTube, mais elles sont pas forcément intéressantes. Ma chaîne, je sais plus comment elle s'appelle, voilà. C'était pendant ta thèse? Oui, pendant ma thèse, j'ai pété un câble, j'ai fait des vidéos. Ma vidéo préférée, c'est celle où ma thèse parle à la première personne. Donc voilà. Ça, ça reste vraiment ma grande œuvre. Non, j'ai rien à promouvoir. Allez lire l'article sur l'éthique des essais cliniques, qui est pas mal parce que bon, je vais le reposter. Faut que je le retrouve ça déjà. va vous apprendre des trucs, mais c'est aussi ça va vous montrer ce que c'est un raisonnement en fait éthique rigoureux. Et donc aussi regarder The Good Place et regarder la chaîne YouTube de Monsieur Phi. Oui. Tu parles de celui sur Medium, hein, c'est celui-là que tu veux que je reposte? Ou tu parles de celui Oui, d'avant? c'est ça. Ok. Et j'en ai fait un deuxième, vous pouvez aller voir, mais il est beaucoup plus, enfin, comme j'ai dit, il est beaucoup plus accessible et moins argumentatif. Et je vais vous mettre ma chaîne YouTube, mais vraiment. Oui, vas-y, t'as accès au chat de toute façon. À chaque fois que j'ai eu une idée de vidéo, Léo en a fait une, donc voilà. Ah, mais méfie-toi, ça se trouve, il y a du l'espionnage industriel, on sait pas. Hein. Parce que dans une de mes premières vidéos, je dis « Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des pirates des sciences. » Et après, Léo Grasset a fait une vidéo là-dessus. C'est bien, du coup, ça pourrait être pire que... Il y a pire que Léo Grasset pour voilà. Pour qu'il reprenne tes sujets, ça va. Ça va. Il a plus d'audience aussi. Voilà, je vous ai mis le nom. Ah, mais c'est aussi mon nom de Twitch, d'accord, je suis trop bête. Comment ça, c'est ton nom? T'as mis où? Ah, ça t'a pas bloqué? Elofi, c'est moi. Ok. Non, c'est bon, ça t'a pas bloqué. Là. Parce que pendant un moment, il y avait le bot qui bloquait les liens. Il y avait que moi qui était tout puissant. Non, j'ai pas mis le lien. Bon. J'ai juste mis le nom. Parce que je sais pas comment. Ah oui, ok, d'accord, c'est bon. Je sais pas. Elofi, du coup, sur YouTube. Ok. Eh ben, très bien, il est pile 22h. On est dans les temps. Je te remercie énormément. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux, si tu as envie de parler de n'importe quoi. Si tu veux dire du mal de l'humanisme et de l'empathie, c'est avec plaisir. Puis même avec d'autres gens, hein, si tu veux. D'ailleurs, je sais pas, Monsieur Phi, s'il veut venir. Ça va lui faire trop plaisir. Moi, ça me ferait trop plaisir. En plus, je suis en plein dedans. C'est comme j'ai découvert tard et qui, quand même, il a beaucoup de vidéos. Là, je pense que c'est une des chaînes que j'écoute le plus en ce moment. C'est vrai? Oh là là, il va être trop content. Parce que je me refais un petit peu tout dans le désordre, j'essaie de faire par thème et tout, mais il y a tellement de choses, c'est très très compliqué. Donc, il faut écouter celle sur est-ce que nous sommes dans une simulation? Oui, je l'ai écouté il y a 2 jours. Et aussi celle où il dézingue Hawking, Stephen Hawking. Ah, j'ai pas vu ça, trop bien. Moi, en fait, j'ai commencé vraiment quasiment que par celle sur la morale. Enfin, bon, c'est un peu... Pas que la morale, mais quand même, il y en a beaucoup là-dessus. Et je me fais un mois philo. Ah, j'avoue.
Le comment qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en plus la simulation, à la base, je me suis dit ah non mais en fait moi ça me saoule parce qu'en vrai, enfin les débats genre hein, ça se trouve on vit dans une simulation, en fait j'en ai tellement rien à foutre. Ça fait un peu Je truc vais de être honnête. bolchevique, non? Non mais ouais, non mais tu sais en fait c'est vraiment genre C'est le genre de clair. question de genre tu sais, sur le moment, je me dis, mais en fait, c'est pourquoi les gens se posent cette question-là? C'est C'est un franchement peu pas stupide. intéressant. Et en fait, c'est trop intéressant. Donc, Et ouais, c'est vrai. donc voilà. Et oui, et du coup, bah, j'en profite pour dire que la semaine prochaine, même heure, donc 20h, 22h, il y aura Monsieur Philo de Comptoir présent sur le chat actuellement. Et on parlera on n'a pas dit l'intitulé, mais en gros, ça sera de la définition du peuple. Qu'est-ce que le peuple, tout ça. Donc un sujet totalement différent. Ben, merci beaucoup à toi. Bon confinement. Et, Merci, toi aussi. et à la prochaine fois. À la prochaine fois. Ok, Ciao. merci à tout le monde d'avoir écouté. Dites merci à Juliette.